L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Matéina. Matéina, c'est une compagnie québécoise qui fait des infusions à base de yerba maté, une plante sud-américaine qui procure les mêmes effets énergisants que le café, les bienfaits du thé, en plus d'une clarté d'esprit qui vient sans palpitation, sans chute d'énergie. C'est des boissons qui sont 100% bio. C'est Nicolas, dans le fond, le fondateur, qui est allé en trip de ski, emmené au Chili, qui a découvert cette plante-là, qui a décidé de la ramener ici, qui est retourné en fait plusieurs fois au Chili pour voir vraiment la façon traditionnelle de boire cette plante-là, en fait. Puis en revenant ici, il a décidé de partir sa compagnie pour pouvoir offrir cette boisson-là, en fait, aux Québécois. Ici, ce que j'ai devant moi, c'est la version prêt à boire qui vient en canette, donc déjà infusée. C'est non pétillant, ça goûte un petit peu comme le thé glacé. Donc, vous pouvez la consommer comme ça, mais vous pouvez aussi, si vous allez sur leur site, vous allez voir, c'est super bien expliqué, consommer la feuille de yerba maté en infusion traditionnelle, donc dans une espèce de petite tasse avec une paille filtrée. Donc, vous buvez ça bien tranquillement. C'est ultra relax, en fait. Moi, c'est le descriptif que je donnerais à ça. Donc, allez sur leur site web www.mateina.ca, mateina.ca. Vous allez pouvoir voir tous leurs produits, puis vous allez pouvoir utiliser le code promo sans filtre 15 en majuscule en un mot pour avoir 15% de rabais sur votre commande. Donc, merci à Matéina de commanditer le sans filtre, puis je vous recommande grandement leurs produits. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Un petit mot pour vous rappeler qu'après chaque podcast qu'on enregistre au Sans Filtre, on fait un après-show qui est disponible exclusivement sur notre Patreon. Donc, si vous avez aimé la conversation, que vous voulez nous entendre, Dom, moi, Nicole, parler plus longuement sur le podcast qu'on vient de tourner, donner nos impressions à chaud, dirigez-vous vers la page Patreon qui est dans la description de ce podcast. Sinon, Dom, cette semaine, on a reçu Maxence Parot, aussi connu sous le nom de Max Parot, qui est un des meilleurs snowboarders au monde, qui est québécois, puis qui a une histoire vraiment extraordinaire, en fait, qui est devenu complètement obsédé par le snowboard, qui est rapidement devenu un des meilleurs au monde et que récemment, en fait, il a passé à travers une expérience, une épreuve très difficile qui était le cancer. Mais il s'en est remis et quelques mois après sa rémission, il gagnait une médaille d'or aux X Games. C'est absolument incroyable. C'est un gars super inspirant. C'est un gars... c'est toujours vraiment inspirant, encore une fois, de rencontrer quelqu'un qui est le meilleur ou un des meilleurs dans son domaine. Puis c'était vraiment un gros privilège de pouvoir s'entretenir avec lui. Ouais, puis c'est rare qu'on entend Max en français au Québec. Tu sais, le snowboard, je pense que c'est encore un petit peu méconnu ici, mais à l'international, c'est une superstar, puis on est vraiment, vraiment heureux qu'il nous ait donné son temps pour cette conversation-là. Sinon, dans le fond, participez à la conversation, écrivez dans les commentaires ce que vous avez pensé de notre entretien avec Max, puis partagez le podcast, parlez-en à vos amis, laissez les thumbs up, abonnez-vous à nos chaînes. Vous connaissez le patati patata, c'est une expression qui existe? Oh ouais, vous connaissez le patati patata. Good day, fait que bon podcast. Yeah, bonne écoute. Yes, Max, merci d'être là. Merci à vous. Quand on fait des listes et qu'on demande au monde qui voulait qu'on invite, tu sortais tout le temps, vraiment beaucoup. Moi, j'avais essayé de t'écrire par Instagram sur ton compte, OK. mais j'imagine que tu n'as pas checké tes DM ou tu savais pas c'était quoi. Fait que passer par ton équipe, puis on est content, man, que tu sois là. Ben, je suis très content d'être là aussi. Yes, t'es venu ici, fais-tu l'aller-retour que pour ça? Ouais. C'est hot. Retour Bromont. Merci. Ça fait plaisir. On t'entend rarement parler en français ici au Québec. Puis j'ai l'impression que, un peu comme c'était le cas avec Georges Saint-Pierre, way back, j'ai l'impression que tu œuvres dans un sport qui est vraiment plus
gros à l'étranger. Est-ce que je me trompe? Gros à l'étranger, pas nécessairement. Je pense, moi, la façon que je vois ça, c'est que, tu sais, on a quand même beaucoup de montagnes de neige au Québec. Ouais. Le snowboard, c'est connu au Québec aussi. Je pense que c'est vraiment juste par rapport au nombre par rapport à la population qu'il y a ici versus aux États-Unis ou en Europe ou en Asie, en Nouvelle-Zélande. Tu sais, mettons, quand je vais sur mes réseaux sociaux, je peux voir tes statistiques. Puis, tu sais, comme au Canada, j'ai que 20% de mes abonnés qui viennent d'ici. Fait que, au Québec, ça doit peut-être être 10% ou même peut-être un peu moins que ça. Fait que c'est pour ça que, de mon côté, j'écris toujours en anglais sur mes réseaux parce que mon public est majoritairement anglophone. Je sais que des fois, ça fâche un peu les Québécois. Comme tu viens ici, t'écris en anglais. Puis là, je réponds, je suis comme, ouais, mais tu sais, 80% de mes fans viennent d'ailleurs. Fait que, tu sais, j'ai pas un choix, sinon je vais perdre les autres, tu sais. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, on n'a pas vraiment beaucoup de compétition non plus au Canada, Québec. Ouais, c'est ça. Fait que c'est beaucoup ailleurs dans le monde. Puis, tu sais, ça fait 10 ans que je voyage justement à travers les pays où est-ce qu'il y a de la neige. Fait que j'ai ramassé quand même justement des fans à gauche, à droite. Puis, je te dirais qu'au début, quand j'ai commencé à voyager, j'avais 16 ans. Puis à l'âge de 18 ans, j'ai fait mes premiers X Games. Les X Games, pour nous autres, c'est comme nos Olympiques à chaque année. C'est huge. C'est comme les championnats du monde d'athlétisme. Ouais, c'est ça, exactement. Puis j'avais fini deuxième. Puis, il n'y en avait même pas parlé dans les médias ici. Ah ouais? Ah ouais. Je suis un peu surpris de ça. Parce que, tu sais, admettons, des fois, on voit un autre sport, un Québécois qui va dans un autre pays, puis un sport, mettons, un peu plus connu, mais tu sais, il va finir... Mettons la F1, là, il finit 17e, puis on dit, c'est une bonne performance. Ça fait la une des... C'est ça, tu sais. Puis moi, je finis deuxième au X Games, puis il parlait même pas de moi ici. Fait que... Ça m'avait touché un peu au cœur au début. Mais par la suite de ça, ils ont vu que notre sport il s'est rendu jusqu'aux Olympiques pour la première fois quand j'avais 19 ans. Ça, c'était à Sochi. 2014? Ouais, 2014 à Sochi en Russie. Le slopestyle venait de rentrer. Et puis là, j'ai été là-bas. Et puis là, dans le fond, j'ai commencé à avoir des liens justement avec les journalistes, avec la TV. Ils ont commencé à me suivre sur mes réseaux. Puis là, ça a commencé de plus en plus à en parler. Puis aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de problème. Là. C'est chaque compétition, même si je finis dernier, ils vont en parler. Fait que... Checker ton parcours, là, tu sais, puis toi, il n'y a jamais eu de plan B. Il n'y a jamais eu autre chose que... J'ai écouté une couple d'entrevues. Tu as fait une entrevue, c'est pas un podcast, mais en tout cas, je l'avais pogné là-dessus, puis... C'était comme à 3 ans sur les skis, à 9 ans snowboard, puis c'est comme, OK, il n'y a rien d'autre, là, tu sais. Puis genre, il a fallu que tu fasses un deal avec tes parents pour... Les autres, ils ont fait, OK, là, on veut que tu finisses ton secondaire 5, mais genre, tu l'as fait quasiment homeschooled, là, pour pouvoir faire du... Ouais, vraiment. En fait, comme tu as dit, il n'y a jamais eu de plan B. En fait, j'ai dit que j'avais un plan B à mes parents, mais j'ai jamais eu de plan B. C'est un mensonge, là. Un mensonge complet. Dans le fond, c'est ça le deal que j'avais avec eux autres. J'étais en secondaire 4 et puis le snowboard, ça devenait vraiment de plus en plus important pour moi dans ma vie. J'ai commencé le snowboard quand j'avais 9 ans. Ouais. Au début, c'était vraiment le fun, puis c'est encore le fun aujourd'hui, là, mais c'était vraiment par pur plaisir. Puis écoute, j'étais sur la montagne 5 jours semaine. Après les soirs d'école, on était toujours là. J'entendais que des fois, tu disais... Tu disais que des fois, tu y allais, tu disais, j'étais capable de faire 3-4 pistes avant d'aller me coucher, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, je finis mes devoirs, mes shit, puis là, je vais aller rider un peu, puis juste avant d'aller me coucher. Ouais, exactement. Puis, j'étais chanceux parce que je me tenais avec du monde un peu plus vieux. Donc, mes amis avaient des autos. Puis, quand j'avais comme, mettons, 12 ans, il y avait des autos. Puis, fait qu'ils venaient me chercher chez nous, puis ils me livraient à la montagne. On allait faire justement comme 4-5 descentes le soir avant de retourner à l'école le lendemain. Puis, écoute, c'est sûr, je me sens extrêmement chanceux d'être né justement à Bromont. À côté du montagne. Ouais, c'est ça. C'est vraiment grâce à ça que je me suis rendu là aujourd'hui. Mais c'est ça. Donc, au début, c'était vraiment par peu plaisir, tout ça. Puis, c'est à l'âge de 15 ans que, en fond, je me suis inscrit sur Facebook, quand Facebook venait pas mal d'être lancé. Là. Ouais. Puis, là, j'ai commencé à suivre les pro-riders que je connaissais des films. Dans le fond, avant, c'était vraiment juste des films. Ouais, c'est la culture des films quand même. C'était la seule façon de voir des pro-snowboarders. Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, pas Instagram. Ouais. Donc, j'écoutais des films à chaque jour, à chaque fin de semaine. Puis, je connaissais les noms des gars. J'ai commencé à les suivre sur Facebook. Puis, là, tu commences à les suivre à chaque jour. Tu vois, OK, ils sont en Suisse aujourd'hui, ils sont en Autriche la semaine prochaine, ils sont en Italie après ça. Hey, c'est comme, wow! C'est malade, là. Tu sais, dans les films, tu vois pas le lifestyle. Ouais. Tu vois juste tricks, puis wow, ils sont bons.
Mais là, je commence à suivre le lifestyle, puis je dis, wow, OK, le snowboard pourrait m'amener un lifestyle de même, ça serait vraiment cool. Fait que c'est comme devenu un peu mon rêve tranquillement. Puis, c'est ça, à l'âge de 16 ans, j'ai dit à mes parents, après secondaire 5, moi, j'arrête ça, puis je m'en vais faire du snowboard. Ils ont tombé de leur chaise, là, oublie ça. Là. Probablement. En ce moment, même dans ma famille, du côté de mon père, des Parot, je suis encore le seul aujourd'hui de comme plusieurs générations qui n'a pas été à l'université. Ouais. Il considère encore que t'es un échec. Là. Ouais, il a pas vraiment réussi, Max. On l'a échappé, celle-là. Fait que pour mes parents, en fait, c'était vraiment important, tu sais, l'école, puis ils me poussaient beaucoup là-dedans. Fait que ils ont vraiment tombé de leur chaise quand j'ai dit que moi, je voulais lâcher l'école, tu sais. Quel bum, celui-là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai comme... Quand je veux quelque chose, j'ai comme appris dès mon jeune âge qu'il faut toujours travailler, toujours trouver une façon de make it happen. Comme quand j'avais 9 ans, mes parents voulaient pas que je fasse du snowboard, fait que je me suis arrangé pour ramasser mes sous moi-même en tournant la pelouse puis en gagnant de l'argent. Je me l'ai acheté l'hiver d'après. 2-4 piastres, 2 piastres, 4 piastres par terrain. C'était c'était vraiment des gros deals à mes voisins. Fait que c'est ça, j'ai appris comme justement à comme travailler quand j'étais jeune. Puis avec mes parents, comme à chaque jour, je leur disais, après secondaire 5, j'arrête. Puis ça a comme un peu rentré dans leur tête à un moment donné. À force de le répéter, ils ont commencé à te croire. Puis là, après comme quelques mois, ils ont dit, OK, bon, on va te laisser 1 an après le secondaire. Puis si tes affaires vont bien, tu continues. Si ça va pas bien, ben tu retournes à l'école. Puis là, si tu retournes à l'école, on veut que toutes tes portes soient ouvertes. Fait faut que tu fasses chimie, physique, maths forte. Puis que t'aies tout ton secondaire. Fait que c'était quand même un très bon deal. Puis, tu sais, je sais que mes parents, ils veulent le meilleur pour moi. Puis, j'étais comme, ça fait vraiment du sens ce qu'ils disent. Tu sais, mes portes, il faut que soient toutes ouvertes par après. Puis, je sais pas ce que je vais faire sinon. Tu sais. Fait que j'étais comme, OK, parfait. Fait que le plan B, en fond, c'était de retourner à l'école. Ouais. Mais ça n'a jamais eu lieu. Là. Non. Est-ce que, quand tu commençais à faire du snowboard, est-ce que rapidement, tu as réalisé que tu avais un talent plus que la moyenne des gens, tu sais? Genre de coordination, de feel, de sensation de ton corps dans l'espace plus que la moyenne des gens. Est-ce que le monde te le disait? Est-ce que c'est quelque chose que tu étais au courant? Tu sais, quand tu as commencé jeune. Ouais, à 9 ans. Ben, c'est sûr que tous les sports, depuis que je suis petit, tous les sports, j'ai toujours quand même appris ça quand même assez vite. Mais je n'étais jamais vraiment le meilleur non plus. Mais surtout parce que je me tenais toujours avec du monde un peu plus vieux que moi. Fait qu'il y avait plus d'expérience, c'était toujours un peu meilleur. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé justement à comme t'améliorer tout le temps rapidement. Exactement, m'améliorer plus rapidement. Mais je faisais pas partie des meilleurs nécessairement. Puis penses-tu que, tu sais, justement en faisant mes recherches, tu sais que t'avais de l'air complètement obsédé, tu sais, il n'y a jamais eu rien d'autre. Tu sais, justement, c'était les films de ski, de snow, quand t'es pas en train d'en faire, puis quand t'es pas en train de penser à ça, puis quand t'es pas sur la trampoline. Fait que, penses-tu que, mettons, versus d'autres personnes à talent égal, t'étais peut-être encore plus obsédé par vouloir réussir puis vouloir faire ça? Ça, je peux dire de loin que je dois être la personne la plus obsédée au monde. Ah ouais? Quand je fais quelque chose, là, je pense juste à ça. Mais même, mettons, les gars à ton calibre, tu dirais, mettons, humblement, qu'ils n'ont pas la même éthique de travail que toi, mettons. Non. Shit. Ah non, écoute, je me rappelle encore là, quand j'allais justement au secondaire, là, je pensais juste au snowboard là, du matin jusqu'au soir. Là, j'allais travailler au golf dans le temps, puis il y avait un bord de trottoir qu'il fallait que je marche à chaque fois que j'allais porter un kart, dans le fond. Puis je regardais le trottoir à chaque fois, puis j'imaginais que c'était un rail, puis là, je faisais des tricks en marchant dessus, puis sur le bord des rues, n'importe où. Je trouvais toujours une façon de transformer dans ma tête des objets qui pouvaient m'aider à me rendre meilleur en snowboard ou à trouver des façons. Tu sais, la trampoline l'été, je me construisais des rails pour l'été avec un skateboard avec des shoes dessus que je sautais pour me pratiquer. Parce que c'est ça aussi qui est tricky. C'est au Québec, on a dans la neige 3-4 mois par année. Fait que, tu sais, les autres snowboarders dans le monde, ils peuvent en faire toute l'année. Puis moi, je peux juste en faire 3-4 mois. Fait qu'il fallait vraiment que je sois créatif. Que je sois créatif, puis je trouve des façons de m'améliorer plus vite. Puis, fait que c'est quoi les méthodes que tu as trouvées pour... J'imagine que des fois, tu allais carrément ailleurs là, pour en faire. Là. Ben c'est ça. J'ai commencé à voyager à l'âge de 16 ans. Un petit peu au début, juste pour les compétitions. Puis à l'âge de 17 ans, je voyageais partout dans le monde pour m'entraîner vraiment à l'année longue. J'allais en Nouvelle-Zélande l'été, l'Australie, Whistler sur les glaciers. Fait qu'à partir de 17 ans, oui, j'ai commencé. Puis ça n'a jamais arrêté
jusqu'à aujourd'hui. Là. Puis sinon, là, il y a l'espèce de gros ballon, là, tu sautes là-dedans. Là. Ouais, le airbag. Ouais, c'est ça, hein? Le ballon. L'espèce de gros ballon. Ça, en fait, c'est vraiment génial parce que justement, comme je disais, avant, il fallait toujours aller en Nouvelle-Zélande ou en Australie l'été, puis je passais comme 3 mois là-bas. Moi, je suis un gars de famille un peu. J'aime mes amis, j'aime ma famille, j'aime passer du temps où est-ce que je viens. Puis partir 3 mois en voyage, je trouve ça tough. Je le faisais dans les débuts parce que j'avais pas beaucoup d'argent non plus, fait que faut que tu restes là-bas c'est ça. pour optimiser ça le plus possible parce que faire beaucoup de voyagements, ça coûte cher. Mais aujourd'hui, tu sais, je commençais de plus en plus à trouver ça tough. Puis là, dans le fond, je pense que ça fait à peu près 4 ans là, de ça. Mon coach de snowboard, il me disait, il y a un airbag au Japon, là, puis ça a l'air vraiment nice. T'as tenté d'essayer ça avec moi? Je dis, OK, on va aller là. Fait qu'on s'en va au Japon, 2 semaines de temps. Puis on a fait du airbag là-bas, dans le fond. Fait que c'est vraiment un plastique. C'est comme plein de filaments de plastique que tu glisses dessus avec ton snowboard. Tu as des sprinklers qui mettent de l'eau dessus pour dans le fond, s'assurer que ça glisse bien, que ça colle pas. Puis c'est vraiment un jump de snowboard avec un airbag pas plat, mais bien comme en 45 degrés. Fait que tu peux vraiment comme atterrir. Puis si t'es vraiment bon, tu peux même ride out. Fait que c'est pas comme t'atterris, tu tombes. Tu peux le lander. Ouais, tu peux vraiment lander puis continuer, puis après ça, tu te mets sur le dos. C'est pas comme les jumps, là. Des fois, il y avait ça au relais à Québec, là, au lac Beauport. C'est comme un jump, puis tu tombes dans une piscine. Ouais, ben ça, il y a ça encore. Ça, c'est plus pour les skieurs, ça va bien. Mais en snowboard, notre plateforme, la planche est tellement large que ça cogne vraiment, tu sais. OK, c'est ça. C'est dangereux pour les genoux un peu. Ouais. Même s'ils mettent des bulles dans l'eau, ça fait pas grande différence. Fait que le airbag, ça, c'est vraiment nice parce que tu peux vraiment lander. Toi, au niveau de la sensation, c'est pas tellement différent que la neige, finalement. Ben, c'est quand même différent. Okay. Puis, c'est certain que tu peux pas carver beaucoup sur le plastique parce que sinon tu glisses. Fait que c'est vraiment comme tu vas en ligne droite, tu fais ton trick puis t'atterris. Mais la chose qui est bien, c'est qu'en fait, c'est plus dur que sur la neige. Parce que justement, tu arrives au bout du saut, puis si, admettons, tu as trop de poids sur un edge, ben là, tu peux carrément comme partir glisser. L'autre bord, ouais, c'est ça. Fait que faut que tu sois vraiment patient sur le bout du saut, puis c'est plus dur sur la neige. Ce qui est une bonne chose, parce qu'on s'entraîne là-dessus. Après, on s'en va sur la neige, puis théoriquement, c'est plus facile, tu sais. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, j'étais là il y a comme 4-5 ans, puis là, on a trippé là-dessus, puis là, l'année d'après, mon coach en a acheté un. Puis en ce moment, c'est encore le seul qui est au Canada, ici à Saint-Agathe-des-Monts. Ce qui est vraiment génial parce que c'est comme à 2 heures de route de chez moi. Donc, je m'entraîne là maintenant tout l'été. Puis, ça allait vite, justement, que j'ai passé 3 mois à l'autre bout du monde. Je peux rester ici, m'entraîner, puis voir ma famille et mes amis. Ouais, ton coach a acheté ça. Ça doit être des bons bidous quand même. Là. Ouais, je pense que c'est quasiment environ 250 000. Ah ouais. God damn. C'est quand est-ce que tu t'es dit, OK, là, je suis rendu un pro snowboarder. Tu sais que t'as vu la première fois, mettons, un chèque rentré, te dire, OK, non, ça va me permettre de vivre là-dessus pendant la prochaine année, tu sais. Ou est-ce que là, tu deviens un professionnel? Quelque chose qui était qui était amateur, I guess, pour toi, ou est-ce que tu fais, OK, non, là, je suis rendu un professionnel de ce sport-là? T'sais, y a-tu un moment où est-ce que tu t'as réalisé ça? Tu as pris conscience de ça? Ouais, ben dans le fond, moi, quand j'ai commencé, il faut voyager le monde. Puis c'est pas ma job au golf qui me permettait de faire ça. Non, c'est ça, exact. Fait que dans le fond, j'étais chanceux parce que mes parents, dans le fond, nous on est 3 enfants. Puis à chaque enfant, ils nous disaient qu'ils allaient nous payer l'université. Puis moi, j'ai dit à mes parents, ben, au lieu de me payer l'université, j'aimerais ça que tu me payes des voyages. Juste transférer l'argent dans mon autre carrière que je veux m'investir là-dedans. Donc, ils l'ont fait. Donc, dans le fond, j'ai eu accès à de l'argent pour commencer à voyager. Starter ça. C'est ça, exactement. Puis ça m'a pris 2 ans à voyager. Puis, tu sais, gagner des petites compétitions. Mais tu sais, des fois, j'allais en Nouvelle-Zélande. Ça coûte quasiment 5 000 $, se rendre là-bas. T'arrives première place, puis tu gagnes ça, 5 000. Fait que faut que tu arrives premier. Là, c'est ça. Fait que, tu sais, ce qui n'était pas toujours le cas au début. Fait que les deux premières années, tu sais, je me débrouillais bien, ça allait bien, mais c'est vraiment à l'âge de 18 ans, quand j'ai été à mes premiers X-Games, j'étais arrivé 2e. Quand tu vas aux X-Games, tu fais un podium. Après ça, les commanditaires, là, ça commence à rentrer. Fait que là, ça a vraiment été comme le début de ma carrière professionnelle. Au début, je gagnais de l'argent, mais pas assez pour en vivre non plus. J'ai réussi à rembourser mes parents parce que je voulais le faire. Ça me permettait de voyager, tout ça. Mais je restais encore chez mes parents. Je payais pas beaucoup de dépenses à la maison non plus. Puis c'est peut-être comme un autre 2 ans plus tard que là, j'ai commencé à en vivre. Avec les X-Games. Ouais.
Est-ce que tu crois que dans la popularité du sport, il y a eu l'effet Shaun White qui s'est fait marquer à l'international? Parce que moi, mettons que je veux dire par là. Ben, mettons, je prends mon exemple de moi qui connaissait pas la scène du snowboard. Les médias se sont rapidement emparés de Shaun White comme étant, j'imagine, le dieu sur neige. Là. Ouais. Puis ça l'a vraiment contribué à faire que le snowboard était rendu mainstream et non juste un sport extrême plus underground. T'sais, est-ce que vous l'avez senti de l'intérieur ou pas du tout? Ben ça, c'est arrivé un peu même avant que moi, je commence à voyager. Tu sais, Shaun, il est là, ça fait des... Ouais, il y avait 12 ans. Ouais, puis, ça fait très longtemps. Tu sais, je pense qu'il est rendu à 32 maintenant ou 33. Fait que, ça fait comme 20 ans qu'il est théoriquement professionnel. Tu sais. Puis dans le temps, tu sais, comme je disais, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Fait que la seule façon que les athlètes pouvaient comme se promouvoir, c'était à travers les magazines, à travers les interviews à la télé, puis sinon, c'est à travers les films. Puis Shaun, ça a été... en fait, c'était comme le seul à faire des interviews à la télé, puis à faire vraiment des interviews dans des magazines autres que le sport. Fait que c'est pour ça qu'il est devenu un peu comme la vedette du snowboard. Puis après ça, les réseaux sont partis, puis ben là, tout le monde le connaissait déjà. Mais c'est certain que les réseaux aujourd'hui nous aident beaucoup, en fait, tous les autres athlètes à nous faire connaître. C'est pas comme dans le temps. Vous avez votre propre tribune. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça l'aide un peu plus tout le monde, justement, à monter. Mais oui, c'est sûr que Shaun White, il a aidé beaucoup notre sport à se faire connaître mondialement. Puis toi, c'était-tu quand t'étais kid, c'était-tu comme un idole ou pas plus qu'un autre, mettons? Ben, pas nécessairement, parce qu'en fond, Shaun, lui, il est beaucoup concentré sur le halfpipe. Ouais. OK. Puis moi, du halfpipe, j'en fais pas. T'en as-tu déjà fait ou t'as juste jamais... J'en fais un petit peu pour le fun, là, mais c'est vraiment pas ma discipline. Fait que moi, c'est vraiment slopestyle big air. Ce que Shaun White a fait aussi dans le passé. Okay. Mais quand j'ai commencé à en faire, il en faisait déjà plus vraiment. Qu'est-ce qui fait que tu choisis une discipline comme celle-là? T'sais, qu'est-ce qui fait que tu dis, ah ben moi, Big Air, c'est ça que je veux faire? T'sais. Ben, je pense pas que tu choisis nécessairement. C'est comme ça l'arrive de même. Puis pour moi, c'est parce que je viens de Bromont. Puis à Bromont, on n'a pas d'halfpipe. Ouais. En fait, au Québec, le seul halfpipe qu'il y avait, même quand j'étais jeune, c'était à Stoneham. Fait que, tu sais, c'est comme 2-3 heures de route. C'est une bonne ride pour aller faire du... tu peux pas y aller après l'école. Là. Non, c'est ça, exact. Donc, à Bromont, on avait des rails puis des jumps, ce qui fait le slopestyle, dans le fond. Puis, tu sais, en fait, sur la scène de snowboard, tout le monde qui fait du slopestyle fait du big air aussi. Ouais, okay. Parce que tu peux pas juste... Il y a personne qui fait juste un des deux. Tu fais les deux. Ouais. Puis en fait, même aux Olympiques, quand tu es choisi par ton pays, tu es obligé de faire les deux. Ouais. OK. Puis, est-ce qu'à Bromont, plus toi, ta carrière devenait... plus tu avais du succès dans ta carrière, est-ce qu'à amener, tu pouvais aller voir la montagne, faire, hey, peut-être que je prendrais ce setup-là ici, ou tu n'as jamais fait ça? Non, j'ai jamais fait ça. Je connaissais tous les park rangers. Ouais. Puis, tu penses pas qu'il aurait pu faire probablement setup probablement, mais il n'y avait rien qui me dérangeait. Tout était à mon goût. J'avais toujours de quoi apprendre à chaque jour. Mais ce qui est fun, c'est qu'aujourd'hui, justement, quand je vais dans une montagne quelconque, que ce soit à Bromont ou ailleurs, puis, mettons, il y a un setup qui n'est pas à mon goût pour apprendre un nouveau trick ou quelque chose. Ben, tu sais, justement, je vais voir les park rangers, puis je parle avec, puis souvent le lendemain, c'est arrangé. Le lendemain, c'est exactement comme je veux. Ah, ça c'est les perks du travail. Là. Ouais. Tu parlais tantôt du lifestyle, quand tu as commencé à pouvoir suivre les gens puis voir le lifestyle. Tu sais, mettons que nous, on regarde l'extérieur, looking in, tu sais, puis t'es à tous les plus beaux spots au monde pour faire du snow, toutes les plus belles montagnes. Tu voyages dans toutes les plus belles places, tu fais de l'argent pour faire ça. Est-ce que c'est comme tu le voyais, maintenant que tu le vis, est-ce que c'est comme tu le voyais quand tu as commencé? Tu sais, quand tu as commencé à suivre les gars que tu as fait crime, il y a un lifestyle attaché à ça. C'est-tu comme tu te l'imaginais? Ben, en fait, ce qui est spécial, c'est que mon rêve que j'avais quand j'avais 15 ans, quand je me suis dit, mon but, c'était de voyager le monde, c'était de pas à l'école, de voyager le monde, faire du snowboard tous les jours. C'était pas nécessairement de devenir super riche non plus. C'était pas ça mon but. Puis, c'était-tu d'être le meilleur ou pas nécessairement? Même c'est pas, juste de même faire pas. ça. C'est ça le pire. Puis, tu sais, dans mon rêve à 15 ans, mon but, mettons, j'y repense encore aujourd'hui, c'était comme d'aller aux X Games,
Mais c'était même pas de faire un podium. Tu sais, c'était juste comme voyager, faire les plus grosses compés, puis comme Fait que t'as mis ton objectif là, puis t'es allé genre. Oui. En dedans de 2 ans, j'ai atteint mon rêve. Puis, de quand j'ai commencé à m'entraîner vraiment pour. Ouais. En dedans de 2-3 ans. Puis là, écoute, je l'ai surpassé. Mais je me dis, ton rêve a évolué avec le temps. Là. Chaque fois que t'as dû atteindre un certain milestone, t'as dit, OK, ben, je vise la prochaine affaire. T'sais. Ben après ça, je peux pas dire exactement que c'était des rêves, c'était plus comme des objectifs par après. Parce que mon rêve était comme réalisé, puis je le vis encore aujourd'hui. Fait que maintenant, c'est plus comme des objectifs que je rajoute. Donc, quand j'ai commencé justement à faire les podiums, ben là, après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à mon titre, dans le fond. Puis là, je me suis dit, ça serait cool d'inventer un trick. Ouais. D'être parmi ceux qui font comme avancer le sport. Ça, c'est fou. Donc, j'ai commencé à faire ça. Puis, j'ai trippé là-dessus, sur l'adrénaline de faire quelque chose qui était le seul sur la terre à essayer. Puis là, tu l'atterris, puis t'es comme, wow, le feeling, c'est vraiment extraordinaire. Donc, j'ai trippé là-dessus. J'ai continué à faire ça. J'ai inventé comme 4-5 sauts. Puis après ça, les Olympiques sont arrivés. C'est ça l'affaire, c'est que dans mon début, les Olympiques... Il n'y avait même pas les Olympiques. Gagner une médaille olympique, c'était pas là. C'était même pas dans mon rêve parce que ça n'existait pas. Yeah. Puis là, c'est arrivé en cours de chemin qu'on avait la possibilité d'aller aux Olympiques. C'est comme, wow, c'est une belle opportunité. On s'en va là-bas. Puis, comme après ça, il y a eu des projets qui se sont rajoutés. Puis, c'est de même depuis que j'ai 18 ans. C'est comme, je me fais juste mettre des objectifs de plus à l'atteindre. Le processus d'inventer une trick. Ouais, je voulais qu'on parle de ça. Ça, c'est fou, là. Tu sais, et que tu dis, personne n'a jamais fait ça. Mais j'imagine que, tu sais, tout le monde a une idée de c'est quoi, OK, mais tu rajoutes, mettons, un flip de plus, tu rajoutes un 360 de plus, un 180 de plus. Mais, tu sais, de pitcher dans les airs puis de le faire. C'est une autre affaire. Juste à essayer des tricks de même, t'as dû te planter, man, des centaines de fois. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que, comme tu dis, si c'est un 180 plus ou un flip de plus, tu peux pas réinventer la roue, tu sais. Fait que on sait tout un peu c'est quoi les tricks à faire qui sont pas faits encore. Potentiellement possible, mais que personne ne l'a jamais... C'est ça, exactement. Faut juste que tu aies les couilles assez grosses pour aller l'essayer. Mais c'est ça, man. C'est ça qui est insane. Ouais, mais tu sais, c'est pas juste d'avoir les couilles. Il faut que tu saches ce que tu vas faire. Faut que tu contrôles ta peur. Faut que tu contrôles ton stress, ton anxiété. Faut que tu sois vraiment focus. Faut que tu comprennes le trick. Faut que tu sois capable de le visualiser vraiment de A à Z. Puis, en fait, de ma part, dans les premiers sauts que j'ai inventés, je les ai toutes pas mal atterris en dedans de 1 ou 2 coups. Ouais. Juste parce que je le visualisais pendant des mois avant. Puis c'était tellement clair dans ma tête que c'était comme si je l'avais fait déjà 1000 fois. OK. Puis, c'est fou. Puis en fait, j'ai un psychologue sportif que j'étais avec depuis comme 4-5 ans. Puis même lui, il me dit, à chaque fois que tu visualises un saut dans ta tête, si en même temps tu le visualises 3 fois de suite, c'est comme si tu venais de le faire 3 fois sans neige. Ça revient vraiment au même. Si tu visualises vraiment bien, c'est vraiment comme la vraie pratique. Puis justement, comme mes sauts que j'ai inventés, je les ai visualisés tellement souvent, tellement longtemps que quand j'arrivais pour les faire, ça se faisait assez facilement. Il y en a eu un, par contre, que j'ai eu beaucoup de misère. Puis c'est le dernier que j'ai inventé, ça fait comme 2 ans de ça, le double backside rodeo 14. Puis lui, en fait, j'ai eu de la misère parce que j'ai décidé que j'allais faire ce trick-là le matin même. Fait que je l'avais jamais visualisé avant, je l'avais jamais vraiment pratiqué sur la trampoline ou autre. Donc, c'est pour ça que je pense que ça m'a pris quasiment 10-11 coups le faire parce que j'étais comme pas préparé. Tu sais, 10-11 coups, que tu sais que c'est quand même 10-11 coups, est-ce que tu tombes là? Ouais, mais en fait, ça, c'était une décision, mettons, j'y repense aujourd'hui, c'était un petit peu dangereux comme décision. Tu sais, de partir un matin puis dire, OK, là, j'invente un nouveau truc aujourd'hui puis je vais faire ça, tu sais. Puis j'imagine que la peur peut pas faire partie de l'équation là, quand t'es pour y aller, là. Tu sais, si t'as peur de le rater ou si c'est ça. tu le feras pas, là. T'sais. Ben, en fait, moi, je pense que dans n'importe quoi dans la vie, c'est toujours bon d'avoir un petit peu peur. Parce que si t'as peur de rien, ben c'est là que tu fais des décisions stupides. C'est là que tu vas te pitcher en bas d'un pont ou que tu vas essayer un trick qui est complètement fou, tu sais. Ouais. Je pense que d'avoir juste un petit peu de peur, c'est parfait parce que ça va garder ton focus, ça va te garder allumé, puis ça va garder justement tes sens... quand je suis dans les airs en snowboard, ça garde mes sens encore plus justement allumés à réussir le trick. Parce que si tu n'as vraiment pas peur de rien, ben tu ne seras pas focus, tu ne seras pas concentré, puis c'est là que les blessures peuvent arriver, je pense. Fait que tu sais, d'avoir un petit peu peur, de sentir juste ton cœur qui bat, juste une petite affaire, moi je trouve que c'est parfait. Quand tu es quelqu'un comme toi, puis tu as vraiment une conscience de ton corps dans l'espace puis dans l'air,
corrige-moi si je me trompe, la perception que j'ai, c'est que les snowboarders puis les gens qui font du sport extrême de haut niveau avec des tricks puis tout, c'est rare que tu te décalisses comme un amateur, là, dans le sens où, mettons dans les airs que tu sens que tu n'es pas en train de lander le trick. J'imagine que vous avez des réflexes qui vous permettent de pas juste tomber, man, le coup tout croche à terre, là, tu sais. Ouais, totalement. Écoute, on a fait des millions de sauts. Fait que on est habitué d'être dans les airs. Puis surtout, moi, en plus, vu que je viens du Québec, durant l'été, je fais beaucoup de trampoline. Donc, en faisant la trampoline, je suis dans les airs encore plus souvent que sur la montagne. Puis le but, ça a toujours été d'être le plus confortable possible. Puis souvent, en fait, quand un trick va pas marcher, on le sait tout de suite comme à la fin du saut. Quand ton board quitte le saut, tu le sais. Tu le sais tout de suite. J'en ai-tu donné assez? J'ai-tu pogné une craque sur le jump? J'étais inconfortable. Tu sais tout de suite. Fait que si, admettons, je m'en vais faire un triple, puis là, je décide tout de suite que ça marche pas, ben, tu sais, je vais tout de suite ouvrir, puis je vais le finir en double. Souvent, je vais ratterrir pareil. Puis sinon, si dans les airs, j'essaie de continuer à y aller. Moi, entre chaque flip ou entre chaque rotation, je regarde toujours le landing. Je sais la hauteur que je suis. Je sais il me reste combien de temps environ. Puis là, je vais décider dans les airs, OK, je continue, ça marche bien, ou ça marche pas, ben là, je vais ouvrir. Puis au lieu de faire, mettons, un 1440, ben je vais faire un 1080 à la place. Puis ça nous arrive de tomber aussi, mais on a appris à tomber avec le temps aussi. Ouais, c'est ça, à pas tomber tout croche, là. Ouais, c'est ça. Fait que souvent, tu sais, le board va le toucher en premier, l'impact va sur les jambes, puis après ça, tu vas sur le dos, sur le ventre, puis ça l'amortit. C'est fou, man, ce que votre cerveau va calculer en real time, là, tu sais. Mettons que tu fais un big air, combien de secondes t'es dans les airs? Je pense que c'est autour de 2.6, 2.8. OK. Dépendamment des sauts. Là. Puis mettons les sauts les plus extrêmes que tu peux faire, là, mettons pour quelqu'un qui connaît zéro ça, là, comment de flip tu peux faire puis comment de tour sur toi-même tu peux faire, mettons. Là. Ben là, en fait, les plus gros sauts qui ont été faits à date, c'est des quadruples 1800. Okay. Moi, je ne l'ai pas encore appris celui-là, mais pour moi, c'est un triple 1800. OK. Fait que c'est ça. Fait que 3 flips sur toi-même. 3 flips avec 5 1800 degrés de rotation. Ouais. Shit. Ça spin en crise. Là. Ouais. en 2 points, en même pas 3 secondes. Ouais, c'est une toupie. Là. Puis là, comme je te dis, entre chaque flip, je regarde puis je vois si j'ai assez de temps ou pas. Ça va vite. C'est fou, man. Mais c'est sûr que c'est sûr que tout ça, c'est juste instinctif maintenant. T'as pas le temps de calculer. Là, t'sais. Non, tu le sais. Là, c'est juste. C'est ça fait partie comme de toi-même. C'est instinctif. C'est exactement ça. Est-ce que ça t'est arrivé de ta carrière professionnelle? Est-ce que tu as eu des blessures liées à une chute qui t'ont mis hors circuit pendant du temps ou tu as tout le temps été capable de gérer ça? Non, en fait. Moi, quand j'avais justement comme 15-16 ans, justement, je tombais. Puis des fois, j'avais mal au dos pendant 3 semaines. Puis je continuais à faire du snowboard pareil, mais tu sais, quand t'as mal au dos pendant 3 semaines, c'est pas top. Ouais. Puis c'est là que j'ai découvert que ce qui protège nos os, c'est nos muscles. Fait que d'aller au gym, c'est une bonne chose. Pas pour devenir le plus fort ou pour sauter plus haut, c'est vraiment pour les blessures. Ah ouais. Fait que tu sais, je travaille beaucoup comme autour des genoux, autour des épaules pour avoir des dislocations. Parce que on tombe souvent, on met nos bras. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir des bons muscles pour sauver nos os. Puis, depuis que je m'entraîne, j'ai jamais eu de blessure majeure. J'ai déjà eu des petits accrochages. Là. Je me suis cassé le scaphoïde quand j'avais comme 17 ans. Mais tu sais, j'avais un plâtre. Ouais. Je fais du snowboard tu pareil. peux continuer. Là, ouais. Puis sinon, la blessure, en fait, qui a été la pire pour moi, c'est dans mes débuts, j'avais de la misère. J'avais toujours peur d'aller comme trop loin dans les landings. Fait que j'allais pas assez vite. Puis souvent, je pognais trop souvent le knuckle, dans le fond, ce qui est comme avant le landing. Ce qui est plat, là. Ouais, ça. Puis j'ai eu mes 2 talons, en anglais, on appelle ça bruise. C'est comme tu as des bleus à l'intérieur de... C'est talons? Ouais, à l'intérieur de tes talons. Puis j'étais même plus capable de mettre... T'es juste tombé, là, boum, sur le plat. Là. Ouais, mais comme 10 fois de suite. Là. Tu tombes de 30 pieds dans les airs, c'est plat, bang, 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 c'est talons. Puis là, pendant 3 mois de temps, je pouvais plus mettre mes talons à terre. Je marchais toujours à sa pointe des pieds. Puis, mais là, j'étais dans mes débuts. Là. Moi, je peux personne l'entendait venir. Là. Tu prenais partout dans la maison, il n'y a personne qui t'entend. Je mettais des foams dans mes souliers avec des trous en beigne pour pas que mon talon... c'était vraiment quelque chose. Puis ça, c'était dans mes débuts. Durant la milieu de la saison, moi, je pouvais pas me permettre de manquer une saison. Là. Fait que... Je continuais à faire les compétitions pareilles, puis là, c'était tricky parce que tous les sauts que je faisais, il fallait toujours atterrir sur la pointe des orteils parce que sinon, là, j'avais envie de hurler tellement que ça faisait mal. Ouais.
Fait que ça a été comme ma plus pire blessure, je dirais. Hey man, imagine ça. Imagine juste, tu sais, t'es dans les airs, là. Imagine le choc d'atterrir, man, sur du plat, straight up, boom. Ouais, puis comme en même temps, cet hiver, j'ai eu une autre chute aux X Games, justement, c'était comme le 26-27 janvier. Encore une fois, je suis tombé avant le landing, puis je me suis blessé justement à la cheville gauche. Je me suis tiré des ligaments. Ouais. Puis tout l'hiver, là, j'ai eu mal à ma cheville. Je me suis fait taper tout l'hiver. Mais en fait, quand j'ai un problème, quand tu es dans le milieu de ta saison, là, c'est comme faut que tu trouves un moyen de la finir ta saison. Tu mets ça dans le tiroir et tu dis je vais m'en occuper après. Ben, c'est ça, exactement. On n'a pas le choix. Puis comme là, aujourd'hui, là, ça va super bien. J'ai plus de problème. Mais tout le reste de la saison, là, j'avais un physio qui me tapait ça à chaque jour. Puis on a réussi à passer à la saison. J'ai réussi à gagner d'autres compétitions. Ça a bien été. Mais c'est sûr que on a quand même des blessures de temps en temps. C'est quand même un sport extrême. Exact, c'est ça. Ça s'appelle sport extrême pour une raison. Un sport extrême. Combien d'heures tu t'entraînes par jour, par semaine? Ça ressemble à quoi, tu sais? Ça, c'est une question que je me fais souvent poser, puis je sais comme pas nécessairement comment répondre. En fait, ça dépend surtout de la météo. Parce que quand je vais m'entraîner à Sénégal, s'il pleut, ben je vais pas. Puis ça dépend de la météo, mais j'essaie d'y aller comme environ 3 fois semaine. Puis sinon, d'aller au gym 3 fois semaine aussi. C'est pas mal ça que ça se passe. Mais tu sais, à travers ça, je suis une personne qui aime ça faire beaucoup de sport. Fait que je joue beaucoup au tennis. Je fais du vélo montagne avec mon chien. Fait que je monte Bromont 2 fois semaine aussi. J'ai vu une vidéo où tu descendais, là, genre, tu sais, j'imagine que tu as toujours eu l'appel de l'adrénaline. Parce que je voyais la vidéo que tu as partagée sur ton Instagram de toi qui descends, tu fais du vélo de montagne dans une trail, là, mais comme ça va fucking vite, puis ça a l'air crissement dangereux. Là. Genre d'affaire que moi, je serais ces 2 breaks, man, tout le temps. Là, tu sais, tout est là, tu descends ça. T'as-tu tout le temps eu ça? Moi, en fait, tous les sports qui me donnent un boost d'adrénaline, là, j'adore ça. Comme je t'allais faire du rafting la semaine passée à Rivière-Rouge, puis j'ai trippé, c'était la première fois. T'arrives dans les rapides, dans les chips, c'est comme wow, c'est cool. Le vélo montagne m'affaire. Il y a même des pistes avec des petits sauts de comme 10-20 pieds, puis je m'enligne là-dessus, puis je saute, puis c'est bien clairement fun. Une parenthèse, toutes ces affaires-là, les trucs qui descendent puis qui vont vite. C'est ça. Qui me permettent d'être dans les airs des fois. J'imagine qu'il y a des skills aussi, tu sais, vélo de montagne puis snowboard, tu dois quand même se transférer dans ta vision puis gérer toutes ces informations-là. Totalement, c'est vraiment... c'est sûr, tu as la base à apprendre, mais après ça, le feeling de la vitesse, le feeling quand tu approches justement un saut en vélo versus en snowboard, c'est la même vitesse qu'il faut que tu ailles pour te rendre, pour clairer, mettons, 10-15 pieds. C'est vrai, c'est vrai ça. Fait que c'est sûr que je l'ai appris quand même assez vite, ça, fait que ça a été bien, mais c'est sûr que là, d'être sur un vélo dans les airs, puis là, des fois, t'es un petit peu croche au début, t'es comme, ouh, pas trop confortable, mais avec le temps, là, tu l'apprends. Y a-tu, tu sais, mettons, tantôt on parlait des tricks, là, tu sais, toujours inventer de nouvelles tricks puis repousser le sport. À un moment donné, tu penses forcément il va y avoir une limite à ça? Ah non. Non? Il va toujours avoir des nouveaux tricks plus extrêmes. Écoute, j'ai une liste dans ma tête de choses que je peux continuer à faire. Fait que c'est pas fini, là. Non. Puis toi, mettons qu'on parle de la suite des choses, là, toi, est-ce que tu prévois encore faire ça longtemps? C'est quoi tes plans? Mais premièrement, pour revenir à l'autre question, c'est jamais. On dirait que souvent que c'est fini quand c'est des choses qui sont inatteignables pour nous autres. Ouais. Mais tu sais, plus que tu t'entraînes, plus que tu deviens meilleur dans ce que tu fais, plus que l'inatteignable, des fois, devient finalement, on pourrait peut-être faire ça, tu sais. Fait que c'est comme dans n'importe quelle facette dans la vie. Chaque fois que tu deviens meilleur à quelque chose, ben il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Puis c'est même que le snowboard, c'est la même affaire. Dans le fond, chaque trick qu'on fait, au début, en même temps, on retourne 20 ans en arrière. Les sauts étaient de la même grandeur qu'aujourd'hui. Les sauts sont pas plus gros. Ouais, c'est ça. Puis il y a 20 ans, des doubles, ça n'existait même pas. Là, on a rendu qu'on fait des quadruples 1800. Puis je te dis qu'on peut en faire plus. Les gars de l'époque doivent vous checker aller puis faire... ceux qui faisaient ça dans le temps, là, doivent vous checker aller puis faire ça n'a pas de bon sens. Ah non, écoute, le sport, il a évolué. Là, c'est vraiment fou. Là. En si peu de temps, là, c'est vraiment quelque chose. Fait que tu penses que ça va continuer encore? Là, il va y avoir des 5 puis des... Ben là, des ceintures, ça commence à être... Parce que, tu sais, c'est qu'une rotation complète, c'est quand même beaucoup à ajouter. C'est énorme. Il faut que tu rajoutes 20%. Ouais, c'est ça. Il faut que tu squeezes 20% dans le même temps. Là, dans 3 secondes. Ouais, c'est débile. Ouais, non, c'est sûr que quelqu'un va le faire. Ça, c'est sûr et certain d'ici quelques années.
Probablement. En fait, pas moi. C'est même pas mon but de me rendre là. OK. Pas encore. Peut-être que la porte va s'ouvrir mais pas tout de suite. Mais tu sais, il y a plein d'autres façons de progresser le sport, que ce soit un nouveau grab ou juste être créatif avec d'autres manœuvres. Tu sais, comme justement, il y a 3 ans, quand j'ai fait mon dernier trick que j'ai inventé, c'était un double que j'ai rajouté un 360 dedans, mais que personne n'avait jamais fait dans l'histoire. OK. Fait que dans les doubles, il y a encore des choses à aller pousser les portes, dans les triples aussi. Fait que tu sais, il n'y a pas juste comme rajouter des flips. Tu sais, il y a aussi d'autres avenues. Puis j'essaie de me concentrer un peu plus là-dedans, parce que je trouve justement, tu sais, on a tellement comme focusé sur apprendre les triples, et puis là, on est rendu dans les quadruples, mais on saute des étapes un peu, là. Fait que moi, j'essaie de comme revenir en arrière, puis d'aller pousser un peu plus les autres. C'est malade. Puis pour faire suite à l'autre question, de dire, toi, combien de temps tu te vois faire ça encore? Est-ce que tu sens que les capacités physiques pourraient être limitées éventuellement? Tu sais, avec l'âge et tout, pas de suite, là, mais est-ce que tu sens que c'est une possibilité? Pas du tout. Ouais. Écoute, mon corps en ce moment, à chaque année, je me sens plus fort. Fait que en ce moment, je suis encore plus fort que j'étais les autres années d'avant. Donc, pour ça, je pense pas que c'est un problème. Même Shaun White, il est comme 32-33. Puis, je pense même son but, c'est d'aller faire les prochains Jeux olympiques. Puis, es-tu plus fort que jamais été, mettons? Ou c'est encore le meilleur en halfpipe. Ah ouais? Okay. Ouais, de loin. Fait que, lui, son Redemption Arc, là, qui est avec des Olympiques, là, j'écoutais l'Olympic Channel, là, puis il y a comme à Rio, pas à Rio, Sochi, en Corée. Corée, ouais. En Corée, il est comme revenu là, au top, là, après avoir un peu disparu. C'est encore le meilleur. Là, ouais, c'est ça. C'est une scène. Ouais, ben c'est parce qu'à Sochi, je pense qu'il avait fini comme 4e, ça avait moins bien été. 4e aux Olympiques. Man, c'est contre-performance complète. Non, mais on veut tout gagner. Ouais, c'est ça qu'on vise. Mais c'est ça, pour répondre à ta question, mon but, ça en vient de plus en plus défini, mais il est pas encore. C'est encore flou dans ma tête. En fait, depuis que j'ai comme 18 ans, c'est comme je continue, puis c'est comme année après année. Jamais je focus trop loin en avant. Mais tu sais, admettons, mon idée floue en ce moment, c'est de continuer à faire la compétition, c'est sûr. D'aller aux prochains Jeux olympiques dans 2 hivers. Ils sont où, non? Ça va être en Chine. À Beijing encore, hein, c'est ça? Ah, OK. Puis, dans le fond, après ça serait peut-être de faire comme 1 ou 2 ans encore de compétition Jeux X Games. Puis, tu sais, mettons, là, je viens d'avoir 26. Vers, mettons, 29, je pense comme arrêter la compétition pour de bon. J'aime encore ça compétitionner, mais ça fait quand même déjà 10 ans que je fais ça. Donc, juste pousser un peu plus encore. Puis, les Olympiques, ben, j'ai pas encore gagné ma médaille d'or. Fait que c'est sûr que c'est comme un de mes buts, c'est sûr. Mais continuer à faire la compétition. Puis après ça, je me transférais peut-être dans le filming un peu plus. Ouais. Parce qu'il y a aussi, comme tout cet aspect-là, notre sport, il y a du monde qui font vraiment leur carrière juste en faisant du film, puis vraiment sans compétition. Donc, j'ai commencé à faire du backcountry il y a 2 ans. Puis là, j'essaie de m'introduire de plus en plus. Fait que je monte là-bas avec mon skidoo chaque hiver, avec mon pick-up, mon skidoo. Puis je laisse mon pick-up là-bas tout l'hiver. Puis entre les voyages, quand il y a de la neige, je m'en vais là-bas. Je fais du backcountry. Puis je filme pas encore. Fait que je fais vraiment juste comme T'es-tu seul quand tu vas là ou tu vas avec du monde? Là? Non, tu peux pas aller là-bas tout seul, c'est trop dangereux. Sinon, tu tombes, t'es mort. Là. Ouais, c'est ça. Explique-moi donc pour un non-initié comme moi, c'est quoi du backcountry? Ouais, donc du backcountry, dans le fond, c'est en dehors des pistes de ski, dans les montagnes. On monte. C'est souvent les vidéos que tu vois. Ouais, c'est ça, là. Ouais, tu regardes dans le milieu de nulle part, là, puis tu te dis. Milieu de nulle part, on monte là avec nos skidoo, puis là, quand tu sais, c'est comme des panoplies de montagnes à l'infini. Puis là, tu te regardes, puis t'es comme, moi, j'irais descendre là. Fait que tu montes en skidoo, puis là, c'est où, avec ce un ami. Là? Moi, je fais beaucoup de ça à Whistler. Donc, alentour de Whistler, il y a plein de montagnes. Puis on se promène là-dedans. Puis sinon, il y en a d'autres qui vont en hélicoptère aussi. Ouais. J'ai fait ça aussi. Ça, c'est un peu plus dispendieux, mais c'est le fun. Mais ça doit être débile mental. Tu te fais dropper là, puis là, c'est comme, OK, descendez. C'est très, très, très hot. Fait que ça, c'est le backcountry. Puis dans le fond, là, on va construire des sauts, puis aussi des drops. Puis là, on fait des tricks. En fait, tous les tricks que je fais en compétition ou dans les parcs à neige, on transfère ça dans des aspects naturels. Ça donne des shots de fou. C'est ça, exactement. Puis là, tu fais des vidéos avec ça, tu mets ça sur YouTube ou tu fais des films. Puis ça, c'est comme un autre, justement, carrière. Fait que mon but, c'est comme de m'initier en ce moment. Puis dans comme 3-4 ans, quand je finis de faire la compétition, ben je vais transférer là-dedans. Puis je vais être déjà prêt à comme partir des projets. Je ferai peut-être ça pour comme 2-3 ans. Puis après là-dessus, je pense que je vais mettre
peut-être la clé là-dedans. Puis avoir une vie au Québec, c'est vraiment quelque chose que j'ai très hâte d'avoir. Une vie normale. Ouais, une vie normale, ça, je veux dire. Tu sais, voyager le monde, je vais faire ça toute ma vie, c'est sûr. Mais tu sais, voyager autant que je fais, puis c'est quand même, ça prend beaucoup d'énergie. Il faut que je m'entraîne à l'année longue. Donc, c'est sûr que tu sais, d'avoir un peu plus de stabilité, c'est quelque chose qui m'intéresse un jour, pas tout de suite, mais un jour. Donc j'envisage ça comme dans mon début de trentaine de commencer à ralentir les choses. Puis c'est pour ça justement que j'ai commencé tranquillement comme à m'ouvrir des portes pour après. J'ai pas envie d'arrêter le snowboard puis du jour au lendemain faire hey, qu'est-ce que je fais là? Ouais, c'est ça, fuck, j'ai rien. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je veux tout de suite commencer à comme préparer mon après-carrière dans le fond. Puis j'ai toujours eu un peu l'entrepreneur en dedans de moi. Premièrement, ma carrière, j'ai toujours géré de A à Z. C'est une carrière d'entrepreneur. Ouais, c'est moi qui engage mes coachs, c'est moi qui décide quelle compagnie que je fais, c'est moi qui book mes avions, c'est moi qui book toutes mes affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'allume, gérer. C'est drôle ça, parce que excuse, je te coupe, mais juste pour là-dessus, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est propre. Tu sais, juste comment, que mettons, tu as commencé, ça avait l'air très autodidacte. Là, dès que je regarde des vidéos, puis je vais au parc, puis j'essaie des affaires. Puis je pense que j'avais vu, c'était même toi qui avais écrit à ton coach, tu sais, pour hey, j'ai vu que tu avais coaché un tel, veux-tu me coacher, nanana, tu sais, fait que tu sais, nous qui a fait du sport mais qui a fait de la natation, c'est comme tu rentres dans un club puis toutes les décisions sont prises pour toi, puis c'est pas toi qui book tes billets d'avion, puis c'est pas toi qui book tes compétitions, puis fait que c'est vraiment spécial. On dirait qu'il y a de plus en plus une structure, un genre de cadre pour les jeunes, ou c'est encore un peu freestyle là même? En fait, c'est très structuré. OK. Puis, tu sais, comme avec l'équipe nationale, justement, eux autres, ils ont les coachs, puis ils décident des voyages qu'ils vont faire, puis ils sont très encadrés. Mais toi, t'es-tu là-dedans? Je suis sur l'équipe nationale, mais je m'entraîne pas. Je fais mes affaires de mon côté. Ouais. Ah ouais, puis, ça, dans le fond... mais est-ce qu'il y avait cette structure-là quand tu as commencé? As-tu la possibilité de faire ça? Ou? Oui, il y avait ça. Okay. Puis, en fait, au début, avant Sochi, ça avait sorti dans les journaux aussi, j'en avais parlé. Mais justement, l'équipe nationale, comme m'obligeait à m'entraîner avec eux autres. Ils m'obligeaient de suivre leur structure. Puis là, moi, j'étais comme, non, ça marche pas. Là. Moi, je fais mes affaires, puis mes affaires, ça va bien jusqu'à date. Puis moi, je suis mon propre boss, tu sais. Puis, fait que j'avais quitté l'équipe nationale à cause de ça. Puis là, finalement, je m'étais qualifié pour les Olympiques. Puis là, finalement, je suis revenu. Puis là on est en super bon terme. Puis il n'y a pas de problème, mais je fais mes affaires de mon côté. Puis moi, ça marche super bien de même. Puis on dirait que quand tu as une passion, d'avoir quelqu'un au-dessus de toi là, comme qui te dit quoi faire, ça l'enlève la passion, ça enlève le fun un peu. Puis, tu sais, j'ai quand même mes coachs que j'engage moi-même, mais c'est moi qui ai décidé de les engager, tu sais. Puis, le fait que ça vienne de moi-même, ils sont quand même au-dessus de moi, puis ils me dirigent quand même. Mais c'est comme c'est ma décision, fait comme qu'ils me disent de faire n'importe quoi, je suis comme OK, genre tu sais le fait qu'ils soient là, c'est un résultat de ta décision à toi. Exactement. Là, donc tu sais, je les écoute puis j'ai du fun à les écouter. Mais de me faire dans le fond dire quoi faire par quelqu'un que j'ai pas décidé nécessairement de travailler avec, ben pour moi ça marchait pas dans ma tête. C'est fou, on avait reçu Félix Auger-Aliassime. Puis lui, tu sais, lui aussi, il fait ça dans le fond, il est son propre boss, il engage ses coachs, c'est lui qui engage toute son équipe, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a une réelle réflexion à avoir sur les sports encadrés, où est-ce que tu as l'impression que tu dois faire ça, tu sais. La décision te revient pas à toi, là. Puis là, c'est sûr que tu perds le plaisir de le faire. Exactement. Si c'est pas toi qui décides de le faire. Puis c'est sûr que tu peux, tu sais, moi, mettons, je repense à mes années que je m'entraînais, puis le pourquoi que je faisais certaines affaires, j'en avais aucune idée. Ouais. Mon coach me disait fais ci, fais ça. Mais si tu sais pas c'est quoi l'objectif, tu sais pas pourquoi tu fais ça, puis qu'est-ce que ça va t'apporter, tu le fais pas avec la même rigueur, puis la même passion. C'est sûr que c'est ça. Toi, c'est tout le temps été. Fait que toi, dans le fond, c'est ça. C'est ton régime d'entraînement, puis ce que tu faisais, ça venait de toi, là, finalement. Là, c'était 100% tu savais, de moi. Tu savais où tu voulais t'en aller, puis tu savais à quoi ça servait, toutes les affaires que tu faisais. Oui, exactement. Puis. Oui, totalement. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai comme été mon propre boss depuis le début. Puis j'ai vraiment ça en dedans de moi. Puis dans le fond, le côté entrepreneur. Puis là, dans le fond, pour mon après-carrière, dans le fond, là, j'ai décidé de commencer à investir dans l'immobilier, d'ouvrir un restaurant, de me partir d'autres projets. Donc, je commence tranquillement à comme placer mes cartes pour après. Puis c'est toutes des avenues que j'adore. J'ai des bons partenaires là-dedans. Puis ils m'apprennent aussi tout plein d'affaires. Puis tu sais, j'ai réalisé aussi avec le temps, avec tous mes voyagements que j'ai faits, que les contacts, c'est fou comment t'apprends avec ça. C'est comme l'école, tu sais, de rencontrer du monde à travers la planète, d'autres cultures, mais du monde qui ont plein de différentes
de business, puis il t'explique comment ça marche. Puis j'ai vraiment appris un gros bagage avec moi depuis 10 ans. Puis là, je commence à me sentir prêt comme justement à mettre ça comme au terrain, puis commencer à m'amuser avec tout ce que j'ai appris. C'est quoi les plus belles places où est-ce que tu es allé par le snowboard? Je te dirais que la Nouvelle-Zélande, qui est vraiment un très, très, très beau pays. Nouvelle-Zélande. Ils ont des gros glaciers là-bas, des grosses montagnes. Je pense pas que c'est des glaciers, mais il y a beaucoup de montagnes de neige justement durant l'hiver sur l'île du Bas. Puis sinon, en Suisse, c'est des glaciers. Je vais toujours là au mois d'octobre. Puis c'est vraiment une place vraiment extraordinaire. Surtout ce qu'on s'entraîne, ça s'appelle Saas-Fee. C'est un petit village comme à Whistler ou Tremblant. Fait qu'il n'y a pas d'auto. Puis la gondole vient comme dans le milieu du village. Puis au mois d'octobre, t'as le gazon, t'as les conifères qui commencent à changer de couleur un peu, puis là, t'as le glacier en haut, puis on descend en bas après avoir fait du snowboard, puis là, il y a un terrain de tennis, on joue au tennis la même journée. Tu sais, c'est vraiment, c'est incroyable, les montagnes, là, ça fait mal au cou tellement que faut que tu penches ta tête. Donc, c'est très beau. Ça, en termes de beauté. Sinon, en termes de culture, j'ai été au Japon 3 ou 4 fois. Il y a beaucoup de riders japonais quand même. Oui, puis ils sont extrêmement bons, sont très, très bien encadrés là-bas aussi. Puis, tu sais, tantôt, je te disais qu'au Canada, on a seulement qu'un airbag ici. Puis là-bas, je pense qu'ils en ont quasiment 5-6. Ah ouais. Fait que non, ils sont vraiment bien encadrés. Puis ils sont très, très, très bons. Là. On les voit arriver. Là. Ouais, puis ça, j'imagine, c'est nouveau un peu là-bas? Ils ont été plus tard un peu sur le trend? En fait, le airbag là-bas, ça fait quasiment, je pense, 10 ans qu'ils l'ont. OK. Puis nous autres, on a comme découvert qu'ils s'entraînaient là-dessus il y a juste 4 ans. Ouais. Mais mettons, la culture du snowboard, tu sais, ça fait-tu longtemps, autant que, mettons, aux États-Unis qu'ils en font? Ou Ah ouais, ça fait très longtemps. Ah ouais, OK. Ouais. Là-bas, en fait, au Japon, ils ont des montagnes extraordinaires pour faire la planche. La poudreuse a pu en finir. Je pense que c'est une des meilleures places dans le monde pour aider la poudreuse. Ouais. Ça a l'air du meilleur sentiment au monde. Descendre dans de la poudreuse, genre Uncharted, là, où est-ce que personne n'était avant. C'est vraiment, tu surfes, puis là, la neige te revole d'en face, là, puis c'est vraiment un bon feeling. C'est quoi le plus haut en altitude où est-ce que tu as ridé, mettons? Le plus haut en altitude, c'est au Colorado, en fait, où est-ce que les X-Games. Puis ça, c'est justement quelque chose qui rend la tâche un peu plus compliquée parce qu'on est à 12 000 pieds d'altitude pendant une semaine de temps. OK. Donc là, tu as moins de globules blancs ou rouges dans ton sang, un des deux. Ouais. Puis ça fait que tu te déshydrates là, extrêmement vite. T'es plus vite essoufflé. Là, ah ouais, après, pour le Big Air, c'est pas super, c'est un saut fini. Ouais. Mais slopestyle, on a comme 4 rails à glisser dessus. Après ça, on a comme 3-4 sauts. Ça dure, mettons, on va dire 50 secondes la descente, une minute. Quand tu arrives en bas, t'es essoufflé. Là, puis même des fois, entre les sauts, je suis comme plus étourdi un peu. Puis faut comme trouver une façon de s'hydrater. Fait que moi, je bois beaucoup d'eau avec... Je mets de la poudre d'électrolyte dedans. Ouais. Puis je bois ça entre chaque descente, là, puis ça m'aide. Je bois pas d'alcool du tout de la semaine parce que l'alcool, ça déshydrate. Ouais. Pas de caféine non plus. Fait que je prends des cafés décaféinés parce que la caféine, ça déshydrate aussi. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention là-bas parce que ça m'est déjà arrivé de comme être déshydraté. Là, puis là, justement, tu deviens étourdi, tu vois emboucouillé. Puis, Mais tu sais, il y a même eu, tu sais, moi, mettons... je suis allé au Pérou, là, faire des montagnes là-bas à 4000 mètres d'altitude, puis c'est pas tout le monde qui réagit pareil. Il y en a qui se mettent à vomir, il y en a qui, c'est vraiment... J'imagine que vous arrivez bien d'avance pour vous acclimater ou... Ben, on peut pas vraiment parce que nos compétitions d'hiver, c'est vraiment back-à-back. Ouais. Puis, dans le fond, avant les X-Games, à Aspen, on est toujours en Suisse la semaine d'avant. Donc, on voyage le dimanche, puis des fois, je reviens au Québec une journée, puis je repars tout de suite au Colorado. Fait que, quand tu es haut comme ça, est-ce que tu sens une différence dans la résistance de l'air? Quand tu es dans les airs, tu le sens pas. C'est pas assez imposant pour que tu le sentes. Non, moi, j'avais même pas pensé à ça, en fait. Ouais, ben l'air est plus mince, là, comme les particules. Ça fait du sens, oui. Fait que, mais probablement que t'es pas assez haut encore pour le sentir, là, j'imagine. Ouais. C'est fou, pareil. Évidemment, je veux qu'on parle un peu de ta maladie. Ta dernière année. Ta dernière année. C'est l'histoire la plus insane du sport. J'entendais après ta victoire à Oslo, X-Games, où est-ce que tu venais de vaincre le cancer, là, où est-ce que l'annonceur il dit
il n'y a rien de plus cliché que. Genre, ce que je vais dire là, c'est extrêmement cliché, mais je m'en fous, je vais le dire quand même. You cannot write this. C'est une histoire hollywoodienne que tu vois ça dans un film, tu fais, voyons, fuck that. Là. Fait que dans le fond, c'est comment est-ce que t'as appris que. Pour quelle raison est-ce que t'as allé te faire checker au début, là? Tu sais, comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé, dans le fond? À partir du mois de à peu près septembre 2018, septembre 2018, je commençais à me gratter un peu la peau, tu sais. Se gratter. Qui se gratte pas dans la vie, tu sais? Normal, gratter. T'allumes pas trop. Là. Ouais, ben tu sais, à un moment donné, je me grattais vraiment jusqu'au sang, là. Il y a des places, là. Tu sais, ma peau était vraiment sec, là, sèche. Donc, mais tu sais, ça m'allumait pas vraiment des affaires. Puis c'est plus au mois de, je pense que c'est début novembre, j'ai remarqué d'un coup, un matin, je me regarde pas dans le miroir tous les jours, là. Puis là, le matin, je me regarde, puis j'ai vu que j'avais une bosse dans mon cou, là. Une bosse quand même... tu sais, une fois que je l'avais remarqué, je la voyais. Tu voyais juste ça. Ouais, c'est ça, je voyais juste ça. Puis là, je me rappelle, je m'en vais au gym, puis là, je monte ça à mon coach, puis il disait, toi, t'as une bosse là, tu sais. Puis... Mais ça, dans le fond, c'était mon ganglion qui était enflé, dans le fond. Puis normalement, mes ganglions, ils enflent toujours, justement, quand je vais avoir une grippe. Souvent, tu sais, je le sens, c'est comme, ils sont enflés. Dans 3-4 jours, je vais avoir une grippe, puis j'ai une grippe, tu sais. Mais là, ça faisait 3 semaines, puis pas de grippe, j'avais rien. Fait que là, je commençais à trouver ça bizarre un peu. Puis là, j'étais en voyagement, j'étais en train de faire une compétition en Chine. En fait, j'étais au Yukon avant. Après ça, je m'en allais en Chine. Fait que là, je me suis dit, en revenant à la Chine, je vais aller checker, voir le docteur. Tu te sentais-tu plus faible ou même pas? Aucunement. OK. Aucunement. Puis ça, c'est une chose que... tout le monde réagit différemment. Ouais. Mais j'ai rencontré du monde qui ont eu le même cancer que moi. Puis eux autres, ils se sentaient faibles. Il y avait des sueurs la nuit, tout ça. Puis moi, j'avais vraiment aucun symptôme à part de me gratter la peau. Ouais. Puis c'est tout. J'étais énergique, j'étais là. Donc là, je m'en vais voir mon médecin de famille, pas à l'hôpital, fait que mon médecin de famille. Puis là, en fait, c'est une fille, elle regarde ça, puis là, elle me dit, après, elle me dit pas ça de même, mais elle me dit, en fait, c'est 3 options. C'est sûr que c'est une pneumonie, soit c'est quelque chose de banal, tout simplement, ou ça pourrait être le cancer. Fait que là, quand j'ai entendu ça m'a tout de suite quand même un peu comme frappé, tu sais. Mm-hmm. Puis, là, je me rappelle tout ça, après ça, je m'en vais dans mon char, puis c'est là que... Je sais pas pourquoi, mais en dedans de moi, on dirait que c'est comme je savais que j'avais comme un feeling que ça pouvait être ça. Puis j'ai comme versé une coupe de larmes un peu dans mon char. Puis après ça, j'ai eu ma biopsie qui était la semaine suivante. Puis ça, c'était tough encore parce que moi, j'ai jamais manqué de compétition dans toute ma vie. La semaine suivante, c'était le Do Tour que j'avais gagné pour la première fois l'année d'avant. Fait que là, j'étais comme le champion. Puis là, j'allais comme pas être là, tu sais. C'est une grosse compétition. Là. Ah, après les X-Games, c'est la deuxième affaire. Là. Exactement. Là, t'avais eu les résultats ou pas encore? Non, c'est ça. Donc, tu manquais la compétition pour aller faire ta biopsie. Exactement. Okay. Puis dans le fond, moi, j'essayais de pousser la biopsie après la compétition. Ouais. Dans ma tête, j'étais que je vais faire ça une semaine plus tard. Je vais aller faire la compétition. Mais tu sais, la docteure, justement, mon médecin de famille était comme, moi, moi, je ferais ça. Moi, j'irais là tout de suite. Puis c'est pour ça, en fait, qu'après ça, j'ai comme versé une coupe de lame dans mon char. Puis j'étais comme, si elle me dit de faire ça tout de suite de même, là, c'était peut-être pas une petite pneumonie. Ouais, elle doit le voir. Là. Ouais, c'est ça. Là. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que le feeling, comme, s'agrandissait vers ça. Donc, j'ai été faire ma biopsie. Puis, une semaine après. Puis là, dans le fond, quand ils ont pris comme un autre ganglion qu'il y avait ici, là, puis... moi, en fait, mon beau-frère, il est docteur. Puis lui m'avait dit que justement, quand le docteur fait une biopsie de quelque chose, il voit tout de suite si c'est un cancer ou pas. Théoriquement, ils sont comme pas supposés te le dire parce que c'est pas ton médecin, c'est plus ton médecin de famille qui va te le dire ou l'autre docteur à l'hôpital, une fois que le rapport est fait. Mais à la salle de réveil, quand je me suis réveillé, il vient me voir, puis là, il me dit donc ça s'est bien passé, t'es-tu fatigué? Ben, je venais de me réveiller, je sais pas trop quoi. Puis là, j'ai dit, c'est-tu le cancer? Puis là, il me dit, on sait pas encore. Là, je regarde, je dis, c'est-tu le cancer? Je sais que tu le sais. Ouais, puis ça, après ça, j'ai dit, je sais que genre, tu es supposé voir avec les tissus, tout ça. Puis là, il me l'a comme glissé. Il m'a dit, ouais, c'est le cancer, tu sais. Fait que là, ça l'a confirmé là. Ça, c'est une nouvelle qui décalisse, c'est sûr. Là. Ouais. Mais c'est comme 2 semaines avant, je commençais déjà à me préparer à le savoir. Fait que ça m'a jamais comme frappé du jour au lendemain que hey, t'as le cancer. T'sais. Fait que ça
ça m'a pas tellement frappé parce que je le savais déjà. C'était juste comme une confirmation. Puis là, après ça, c'était de savoir quel cancer que c'était. Ouais. Puis là, ça, je l'ai su le 23 décembre. Pas le 21 décembre. Une semaine plus tard après. Ouais, c'est ça. Joyeux Noël. Aïe, aïe. Puis, mais quand t'entends ces mots-là, là, tu te préparais déjà, mais l'entendre le mot, ça, qu'est-ce que ça fait, man? Ben, c'est sûr que le mot cancer, quand t'entends le mot cancer, t'entends le mot mort. Ouais, c'est carrément tout de suite. Là, c'est comme t'es mourant. Fait que c'est pas un beau mot, là, c'est pas un mot le fun à entendre. Puis là, tu sais que t'as ça dans toi. Puis moi, c'était juste, je me regardais mon corps, puis tu sais, j'ai regardé mon ganglion, puis j'étais comme, il y a de quoi qui pousse dans mon corps qui va me tuer, tu sais, qui va comme m'auto-tuer. J'étais comme, je trouvais ça bizarre un peu. J'étais pas nécessairement très, très familier avec le cancer non plus. En fait, j'ai un ami qui a eu le cancer il y a 2 ans avant moi. Okay. Fait que j'ai comme un peu appris c'était quoi la chimio, tout ça. Mais pas nécessairement comme plus en détail que ça. Fait que je savais pas nécessairement c'est quoi que ça l'impliquait, avoir ça. J'étais un peu comme ignorant au début. J'ai jamais vraiment eu peur de mourir. Ça a comme jamais vraiment été, encore une fois, une option. Moi, j'étais comme, moi, je vais tout faire pour battre ça. Ouais. Mais ce qui était vraiment dur à digérer pour moi, c'était de manquer mon hiver au complet. Là. C'était vraiment... Ouais, c'est ça. Moi, je focusais juste comme carrière. Je suis comme, hey, je manque mon hiver au complet. Je suis comme dans mes meilleures années, puis comme ça me faisait vraiment chier. T'as passé automatiquement au snowboard. Là, ouais, c'était la première fois qu'il me venait à la tête. J'étais comme, je peux pas croire qu'il va falloir que je manque ma saison. T'sais, genre, ça n'aurait pas pu arriver au mois à la fin de l'hiver, pour que je fasse ça durant l'été. C'était comme un peu plus planifié. Même qu'au début, j'ai dit à ma docteure, au moins, ça serait-tu correct que j'aille faire au moins l'X Games, qui était comme dans 3 semaines. Dude. Puis après ça, je commence traitement. Puis, mais tu sais, je me sentais énergique, je me sentais normal, j'avais pas de symptômes. Puis tu sais, là, c'est là que ça m'a comme frappé un peu plus. Et quand elle m'a dit, pour vrai, tu peux y aller. Tu peux les faire. Elle dit, le cancer va probablement pas tant grossir que ça en dans 3 semaines. Ça va peut-être pas faire une grosse différence au niveau de la masse. C'est sûr que ça va continuer, mais tu sais, ça va-tu faire une grosse différence? Peut-être pas. Mais elle dit, c'est sûr que plus que tu attends, le plus tôt tu le prends, plus que tu as de chances de mourir. Puis là, c'est quand elle me dit ça, puis ça m'a comme frappé, je dis comme, ouais, je vais-tu prendre plus de chances de mourir pour aller faire une compétition de snowboard? Ouais. Non. Snowboard, c'est le fun, mais vivre, c'est pas pire aussi. Vivre, c'est ça. J'entendais ton coach qui disait que quand il a appris la nouvelle, toi, tu lui dis, hey, tu sais, j'ai ça, va falloir qu'on cancelle l'hiver, tu sais, telle compétition. Puis lui, il dit, dans ma tête, j'étais en train de pleurer, puis dans ma tête, c'est comme, arrête de me parler des compétitions, là, de quoi tu parles, man? Puis ça, c'est pour l'entourage, ça va être tough, man. Tu sais, cette nouvelle-là, là, tu reçois ça, puis là, en même temps, de voir ta réaction à toi, de faire, ça, c'est un obstacle qu'on va vaincre. Fait que pensons à comment on organise ma carrière après ça, tu sais. Puis justement, ton coach, tu disais, tu sais, genre probablement qu'il pourra plus jamais faire le snowboard. Ah non, on va vaincre ça, puis je vais revenir après, là, y a pas de trouble, là, genre, je reviens juste pour prendre juste une petite pause. Ben moi, je voyais vraiment ça comme un bâton dans ma roue que j'allais enlever, tu sais. Pour moi, encore une fois, c'était pas une option de pas réussir à le battre. Mais c'est ça, tu sais, en fond, j'étais vraiment focusé sur ma carrière parce que, tu sais, c'était en fait... Toute ma vie, c'était ma carrière. Ouais. Ça faisait comme, dans le fond, 10 ans que je faisais ça, puis c'était comme la seule chose que je connaissais, c'était ma carrière. Fait que c'est sûr que, c'est pour ça que la première affaire qui m'arrive, c'est que je manque ma saison, parce que, wow, ça me chamboule, ça fait 10 ans que je suis habitué d'avoir une saison, de voyager le monde, puis d'avoir un lifestyle de fou. Ouais. Puis là, il va falloir que je sois sur un lit d'hôpital pendant 6 mois de temps. C'est que, wow, c'est sûr que ça venait me chercher de ne pas avoir ma vie normale, de faire ma saison puis ma carrière. Parce que ma carrière, c'est ma passion, en fond. Fait je dis toujours carrière, mais c'est comme... On m'enlève ma passion. C'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr que c'était ma passion que je pensais en premier. Ça l'affecte ça, tu sais, c'est que c'est pas cool, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, admettons, je regarde ça aujourd'hui d'un autre angle de vue après avoir passé après les traitements, tout ça, que moi, j'avais aucune idée c'était quoi la chimio, tout ça, quand je disais ça au début, tu sais.
Puis en même temps, je regarde ça aujourd'hui, puis c'est sûr que j'attaquerais ça d'une différente façon, tu sais. Puis, tu sais, comme je disais justement, tu sais, la seule affaire que je pensais avant, c'était comme ma carrière, ma passion, puis il n'y a rien d'autre. Puis aujourd'hui, là, je suis une personne complètement. C'est sûr que ça remet ça en perspective. Puis, je vois la vie vraiment d'un autre angle. Encore une fois, pas parce que j'ai eu peur de mourir. Je pense que c'est vraiment juste le fait de. Tu sais, la chimiothérapie, c'est comme si t'es hangover vraiment beaucoup. Puis là, t'es hangover pendant 6 mois de temps constamment. Tu vomis à chaque jour. Puis c'est. En fait, c'est pas le fun de vivre. Ouais. Carrément. C'est un 6 mois que, genre, t'as pas envie de vivre. Puis c'est ça, en fait, qui te fait réaliser après ça comment la vie est belle. Tu sais, de pouvoir pas vomir à chaque jour, puis de pouvoir bien filer, de pouvoir faire des sports, de pouvoir faire tout ce que tu veux après ça, t'apprécies la vie encore beaucoup plus. Fait que c'est pas par peur de mourir, c'est vraiment juste parce que tu vis vraiment l'enfer, puis après ça, t'en ressors, t'es comme « wow, je vais m'en profiter au bout », là, tu sais. Fait que je suis une personne beaucoup plus ouverte qu'avant, puis j'adore ça. J'ai toujours adoré, en fait, explorer les zones que j'étais un peu plus inconfortable. Puis là, aujourd'hui, depuis en fait comme 6-7 mois, là, je les explore là, à fond. Que ce soit même dans la bouffe. Avant, tu sais, j'aimais pas les zucchinis, les champignons, les olives ou les zucchinis. Tu sais, plein d'affaires. Le gars, il fait des quadruples back, man, mais manger des zucchinis, man, c'est ça qui le sort de sa zone de confort. Ah, mais j'haïssais ça au bout. Puis là, aujourd'hui, tu sais, on m'offre quelque chose avec des champignons dessus, puis je vais le prendre, je vais le manger comme si de rien n'était. Puis je suis comme, c'est bon, tu sais. Je suis vraiment moins compliqué qu'avant. Puis la vie est comme plus simple. Puis je suis plus easygoing. Avant, justement, comme je planifiais tout. Tu sais, comme justement je savais comme. Jamais, comme je disais tantôt, je planifiais comme au long terme. Mais, tu sais, admettons, durant mon année, je savais à chaque jour que j'allais faire. Tu sais. Puis je vivais toujours dans le futur, justement. Tu sais, je vivais toujours comme 2-3 semaines en avance. J'étais pas capable de vivre les moments présents nécessairement. À part, c'est sûr que quand je fais mon snowboard, quand je fais mes jumps, c'est sûr que je vis le moment présent. Ouais. Mais tu sais, mettons, j'étais à un party. Tu penses pas aux zucchinis que tu vas te cuisiner le soir. Là. Non, c'est ça. Je suis dans un souper où je fais une activité avec des amis. Ma tête était jamais focusée sur le moment. Puis, mais là, maintenant, ça l'est. Je vis vraiment le moment présent. Comme là, je vous parle en ce moment, puis je pense pas à d'autres choses. Je suis là. Ouais. Puis, j'adore ça. C'est un feeling incroyable. Puis, je suis content, en fait, que j'ai réussi à découvrir ça. Ouais, c'est vraiment fou qu'une expérience de même peut changer dans une personne. J'imagine juste avec tes relations avec les autres, mettons avec ta famille ou avec les gens proches de toi, là, des relations, des fois, tu prends ça pour acquis, par exemple, là, mais là, c'est comme, OK, non, là, les gens, man, c'est ça. Là, quand tu passes proche de... Ben, pas des proches, là, mais tu comprends ce que je veux dire? J'imagine que... t'apprécies tes amis, ta famille encore plus, à 100%, puis tu fais plus attention, puis c'est ça. En fait, il n'y a rien d'acquis dans la vie, que ce soit n'importe quoi, absolument rien. Puis c'est ça, justement, qui te fait apprécier les moments encore plus, je pense. J'ai vu une photo de toi pendant le traitement de chimio, puis tu sais, t'avais pas fière allure, man. Y a-tu des moments où est-ce que comme tu te décourageais ou dans ta tête, t'allais tout le temps ressortir de ça? En fait, tu sais, au début, moi, j'étais warrior mode, puis j'étais comme, m'a de sortir ça haut de la main, ça va se faire de même, tu sais. Après 3 mois à vomir tous les jours, puis à perdre du poids, puis à... Ben, tu sais, les premières semaines, c'est les premiers traitements. Je savais pas c'était quoi, vraiment. En fait, il m'avait donné une pile de livres à lire au début, là, sur les traitements, comment ça se passe, avec quoi, comme tes effets secondaires, tout ça. Et moi, j'ai rien lu de tout ça. Puis, je suis arrivé là, justement, comme... c'est comme sorti de ma zone de confort, puis là, d'un coup, on me plante un aiguille là, puis il faut que je reste ici pendant 3 heures de temps, puis il y a des poches qui s'en vont dans mon sang, je connaissais rien. J'ai comme, les comme 3-4 premiers coups, c'était comme, j'apprenais ce qui se passait, tu sais. Fait que j'étais comme en fait, j'étais pas préparé, tu sais. Puis en fait, j'étais content de pas être préparé, parce que si j'aurais été préparé, ben j'aurais trouvé ça encore plus dur au début, tu sais. Fait que comme j'apprenais au début ce qui se passait, puis ça m'a permis en fait que mes comme 3-4 premiers traitements se fassent plus facilement parce que j'apprenais, tu sais. Mais là, après ça, après le 4e, ça commençait à être routinier un peu plus, tu sais. Je savais à quoi m'attendre. Là, je savais que de plus en plus que tu en fais, le moins que tu as le temps de récupérer avant l'autre. Fait que de plus en plus que tu files mal. Puis déjà, après comme le 4-5e, je commençais à trouver ça dur. Moi, il fallait que j'en fasse 12 total. Fait que j'étais même pas encore rendu à la moitié. Puis je commençais à trouver ça dur. Puis
Puis je savais toujours ce qui s'en venait. J'étais comme, bon, moi, c'était comme à chaque mardi aux 2 semaines. Mais à chaque mardi, je sais après ça, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je vais vomir tous les jours, je vais mal filer. Fait que je commençais à trouver ça de plus en plus dur. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'après mon 6e traitement, j'ai fait un scan. Et puis, on voyait déjà que le cancer était parti comme à 95%. Fait que c'est vraiment une super nouvelle. Ouais. Mais j'étais juste au 6e traitement, puis il en restait 6 autres. Fait que là, moi, dans ma tête, je dis, hey, t'es parti à 95%, on va faire quoi, deux autres traitements, ça va être fini. Mais la docteur a dit, non, on fait les 6 autres encore. Là, j'ai comme sauté de ma chaise. Je dis, pourquoi les 6 autres? Pas besoin de faire ça. Puis, fait que ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de misère en fait, à comprendre au début pourquoi elle voulait vraiment que j'en fasse 6. Puis, moi, j'ai toujours été un peu comme, un peu anti-médicaments, pas les virus, là, mais les vaccins, cette affaire-là. Ouais. Puis, dans le fond, là, à l'hôpital, ils donnent une panoplie de pilules à prendre, tout ça, justement pour les maux de tête, les maux de ventre. Puis, j'en prenais vraiment le strict minimum. Je voulais pas que mon corps s'habitue à ça. Puis là, la chimiothérapie, c'est un peu ça. J'étais comme, j'ai-tu vraiment besoin de faire les 6 autres, où j'étais comme, on peut en faire 4, puis c'est fini, tu sais. Puis là, tu sais, à un moment donné, elle m'a expliqué, en fond, elle a dit, si tu veux en faire 4, on peut en faire 4. Mais tu sais, s'il reste une petite cellule dans tout ton corps, ça va repartir, tu sais. Puis elle a dit, la 2e fois que tu fais la chimiothérapie, ça marche, c'est pas aussi efficace la première fois, tu sais. Fait qu'elle dit, c'est pour ça qu'on veut vraiment en faire plus que pas assez pour vraiment être sûr de tous les avoir éliminés pour que ça recommence, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bah, OK, on va continuer. Mais ça a été vraiment dur. T'sais, je me suis rendu à peu près jusqu'au 9e, c'était correct. Mais le 10, 11, 12, les 3 derniers, là, j'avais envie... Un mois et demi, là. Ouais, j'avais envie de tout arrêter. J'étais plus capable. J'étais vraiment tanné. Fait que en plus, tu rentrais là-dedans, dans le fond, en ayant un petit peu méfiant par rapport à ces traitements-là, puis n'étais pas 100% convaincu? Ou non, j'étais pas méfiant par rapport au traitement. En fait, la chimiothérapie, je connaissais un peu la chimiothérapie dans le sens où je savais qu'est-ce que ça allait faire au cancer, puis qu'est-ce que ça faisait, dans le fond, à ton corps. Puis non, en fait, c'est un traitement qui est extraordinaire. Tu sais, quand je dis que je compte les vaccins et tout ça, je suis pas nécessairement contre. C'est sûr que guérir du cancer, tu réalises que la médecine moderne, elle a ses attraits quand même cool. C'est ça, tu sais, la médecine, c'est super bon. Tu sais, je suis pour ça, en fait. Là. Moi, c'est vraiment juste par rapport aux doses. Tu sais, c'est vraiment par rapport au nombre de pilules. Tu sais, admettons, je suis allé faire... quand j'avais fait ma biopsie, tu sais, ils m'ont donné un pot de morphine avec genre 15 pilules dedans. Je n'ai même pas pris une, j'avais pas mal, tu sais. Mais tu sais, en fait, je suis juste pas du genre à prendre une pilule avant d'avoir un symptôme. Tu sais, j'aime mieux avoir le symptôme, j'aime mieux filer mal, puis après ça en prendre une que de prévoir avant, tu sais. Je veux vraiment juste pas que mon corps s'habitue à ça. C'est plus ça, tu sais. Fait que, mettons qu'on se ramène, tu sais, en décembre 2018, dans le fond, quand tu l'as appris, puis là, justement, tantôt dans la chronologie, là, tu savais pas encore quel type de cancer c'était. Ouais. Puis finalement, c'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle lymphome d'Hodgkin. OK. Puis ça, quand tu as su ça, c'est quelque chose que maintenant, l'espérance de rémission est quand même bonne, je pense. Ouais, en fait, si admettons, tu vas avoir un cancer, c'est pas mal lui que tu vas avoir. Fait que j'étais comme un peu chanceux dans ma malchance. Quand on dit que c'était ça, c'était comme dans un sens... C'était une bonne nouvelle. Au moins, c'est ça. Là, ouais. Puis, c'est, dans le fond, je pense qu'aujourd'hui, c'est quasiment 85% de chance de réussite. Ah ouais. Fait que c'est sûr que ça boostait ma confiance aussi de le battre. Puis, pendant toute cette période-là, tu touches pas à un snow, là? Non, en fait, ma docteure n'était pas trop fière de moi, mettons. Mais non, moi, écoute, je suis pas capable d'arrêter dans la vie. Puis à la moitié de mes traitements, un peu avant la moitié, j'étais comme mettons, mon 4-5e, j'ai décidé d'aller à Whistler entre mes traitements. Fait que, une petite semaine à Whistler. Ouais, dans le fond, moi, comment ça se passait, c'est que mes traitements étaient aux 2 semaines. La première semaine, je file vraiment pas bien. Deuxième semaine, je file bien. Donc, pour 3 traitements de suite, durant la deuxième semaine, j'allais toujours à Whistler 4 jours de temps. Puis, j'allais faire du snowboard là-bas, j'allais voir mes amis là-bas. Puis, hop, je revenais pour une journée avant ma chimiothérapie. Puis le feeling était quoi? Est-ce que tu étais complètement off de tes sensations que tu avais avant? Ton corps devait être vraiment plus faible que normalement. Extrêmement faible. Écoute, je faisais une descente, puis je faisais 10% des choses que je faisais avant, puis j'étais soufflé au bout. Là, puis à un moment donné, je me rappelle même, j'étais avec mon ami, puis après comme 3 descentes, j'étais comme, on arrête. Là. J'ai plus de souffle, plus capable.
Mais la raison pourquoi j'ai fait ça, en fait, c'est parce que, ça fait 10 ans que je voyage. Puis là, pendant 6 mois, j'allais être au Québec, ça m'arrive jamais, ça. J'étais pas habitué. Fait que le fait, c'était vraiment routinier. Ce que j'avais au Québec, là, c'était comme 2 semaines à la maison, après c'est l'hôpital. C'était maison, hôpital, maison, hôpital, maison, hôpital. Puis je commençais à être tanné un peu. Fait que le fait de comme prendre l'avion, d'aller prendre la bonne air dans les montagnes de Whistler, ça m'a fait beaucoup du bien. Puis c'était comme j'appelais ça comme mon getaway de l'hôpital. Puis là, pendant que j'étais là-bas, pendant mon 4 jours, je pensais même pas à l'hôpital. Je vivais comme justement le moment présent là-bas. Puis ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça pendant 3 semaines de temps. Je veux dire 3 fois durant un traitement. Puis là, après ça, la saison à Whistler, c'était fini. Fait que là, après ça, je suis resté à la maison pour le reste. Puis dans ces moments-là, là, où est-ce que tu faisais ta descente, tu étais essoufflé, puis tu te sentais faible, tout ça, est-ce que tu as douté à un moment donné que tu allais revenir au niveau que tu étais avant? Pas du tout. En fait, je le savais que la chimiothérapie, ça l'affectait le cardio puis les muscles. Mais en fait, c'est pas la chimio qui l'affecte. C'est juste parce que pendant 3 mois, je me suis pas entraîné. Ouais. J'allais au gym un petit peu, mais on forçait pas trop, parce que t'as pas l'énergie de faire ça. Puis en bout de ligne, j'ai fait 6 mois de traitement. Je me suis pas entraîné beaucoup, j'ai pas fait beaucoup de sport non plus. Fait qu'après mon 6 mois, mon cardio, j'en avais plus. Mes muscles, pendant 6 mois, t'es à rien faire. C'est sûr que tu perds tes muscles, t'sais. Fait que je savais que ça allait être normal que j'allais perdre tout ça. Là, okay. au fond. Puis toi, pendant toute cette période-là, dans le fond, tu t'es dit, tant qu'à vivre une expérience de même, aussi bien faire un documentaire puis avoir une caméra qui me suit partout. Fait que ça a été quoi la décision de faire ça? Puis qu'est-ce que ça a changé dans le processus, mettons? Ben encore une fois, quand je dis que je suis pas capable de rien faire, d'arrêter de rien faire, je me suis dit, écoute, je voyage pas cette année. J'avais toujours rêvé de faire un film de snowboard, là, de faire des tricks. Puis là, j'allais pas faire la compétition, j'allais rester à la maison. Je peux pas rien faire. Je me suis dit, je pourrais faire un film. Ça sera pas un film de tricks, mais on va filmer le processus. Puis on va faire un documentaire avec ça. Puis, mais l'affaire qui était trillant là-dedans, c'est que tu sais pas ce qui va arriver. Ouais, tu peux pas l'écrire. C'est comme un film, un documentaire où est-ce que la fin n'est pas planifiée. Là. Non, c'est ça, il n'y a rien de planifié du tout. Puis, mais ça a été tough quand même parce qu'on voulait vraiment faire un bon documentaire. Puis le but, c'était pas qu'on fasse juste des interviews puis que ce soit du voice-over par-dessus les images. On veut vraiment raconter l'histoire avec les images elles-mêmes. Puis pour faire ça, il fallait qu'on filme. On filmait quasiment 5 jours semaine, 4-5 heures par jour. Fait qu'à chaque fois, il n'y a pas une fois que j'étais allé à l'hôpital sans une caméra dans ma face. Pas une fois que je revenais chez nous les 3-4 jours après sans une caméra dans ma face. Tu sais, je file pas bien, puis t'as toujours une caméra, t'as toujours ton mic. Ça a dû te faire chier à un moment donné, là. Ouais, c'était... T'as-tu regretté de prendre cette décision-là dans le processus à un moment donné? Ou? Jamais j'ai regretté parce que tu sais, je savais que le projet allait être cool en bout de ligne. Là, puis... Fait que c'est sûr que... Mais tu sais, c'était tough, là. C'était lourd à un moment donné. Là. Puis tu sais, j'étais avec ma copine, puis t'as toujours une caméra dans ta face, là. Puis quand tu files pas bien, puis... C'est ça, le fait que... T'as pas ton intimité, là. Le fait que de te montrer aussi dans des moments aussi tough, là, où t'es à ton plus justement faible, là, ça doit être quand même pas évident. Ouais, pas évident. Puis en plus, tu sais, de base, je suis une personne qui. Je garde souvent comme mes feelings en dedans de moi. Ouais. Puis justement, tu sais, mon chum qui est dans le fond le directeur du projet, il me l'a dit. Il a vraiment fallu qu'on filme pas mal plus pour avoir ces moments-là parce que t'es vraiment pas une personne qui s'ouvre facilement. Puis je le sais de base. Mais non, c'est ça. En bout de ligne, tu sais, j'ai vu en fait le documentaire il y a quelques semaines. On a fait un rough cut. Ça s'en vient bientôt. Puis c'est vraiment c'était quelque chose de regarder. Là. Ça me rappelle des moments que j'avais pas nécessairement envie de revoir. Mais des beaux moments aussi. Puis mais non, c'est en tout cas, moi j'y vois les feelings que je ressentais dans le film. Là, t'es capable de les lire. Ouais. Puis là, tu te fais après tout ton traitement, tu te fais dire OK, le cancer il est parti complètement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans tes plans? Puis on est où, dans quel mois, mettons, là, à ce moment-là? Donc, ça a été confirmé que... En fait, mon dernier traitement, je pense, c'était comme le 12 juin. Et puis, ça a été confirmé après la biopsie, c'était comme le 28 juin, je savais que j'avais plus de cancer. Ça va être un petit feeling de fou, là. Ouais, ben tu sais, je savais déjà que comme à 95%, après 6 chimio, c'était parti. En fait, c'est ça. Dans ma tête, j'étais comme...
je m'attendais déjà à ce que ça soit fini, tu sais. Fait que ça l'a encore une fois juste confirmé. Tu sais, je suis pas sauté de joie de même parce que je le savais en dedans de moi que j'en avais plus, tu sais. Puis, mais j'étais juste vraiment, c'est sûr, j'étais content quand même d'en finir, là. On se cachera pas, là. Donc là, j'ai commencé l'entraînement là, intense au bout parce que là, j'avais 2 mois pour me rendre aux X-Games en Norvège. Donc, 2 mois pour tout retrouver le cardio, tout retrouver tes muscles, tout retrouver tes tricks de snowboard aussi. Puis, tu sais, sans oublier que pendant 1 an de temps, dans le fond, parce que j'ai manqué l'hiver, tu sais, ben, pendant, mettons, 8 mois. T'as pas compétitionné. J'ai pas compétitionné. Puis, tous les autres riders, ben, les autres, ils continuent à devenir meilleurs, tu sais. Donc, moi, en plus, il faut que je redevienne bon comme j'étais avant. Il faut en plus que j'en apprenne plus pour revenir, tu sais. Fait que j'avais beaucoup de charges de travail à faire. Je m'entraînais carrément 6 jours semaine, comme un malade pour Mais tu sais, c'est un défi que n'importe quel athlète dirait c'est impossible. Tu sais, en 2 mois, de retrouver une forme, puis justement, d'en avoir autant perdu, retrouver une masse musculaire, retrouver tes réflexes, tout ça, en 2 mois. C'est du jamais vu, là. J'étais tellement motivé. Puis en fait, c'est une des raisons pourquoi je voulais comme arrêter la chimio rendu comme au 9-10e. C'est que j'avais tellement hâte de recommencer à m'entraîner que c'était comme une raison pourquoi je voulais en finir tout de suite, comme tout de suite de recommencer à m'entraîner. Puis là, en plus, là, on m'étire justement 2-3 chimios de plus. Là, fait qu'en dedans de moi, là, c'était comme si je me sentais vraiment comme un lion dans une cage pendant 6 mois de temps, là, que là, on venait d'ouvrir la cage. C'est comme let's go, tu peux courir. Tu sais. Je peux te dire que j'ai couru en tabarouette. Tantôt, on parlait aussi de visualisation. J'imagine que tu as fait ça toute cette période-là. Là. Non, pas du tout. Ah ouais, OK. Parce que quand tu fais de la chimio, justement, t'as la tête à rien. Tu penses à rien. Tu files juste mal. Okay. T'as pas d'énergie. T'as même pas d'énergie pour faire la visualisation, en fait. T'as de l'énergie pour rien faire du tout, en fait. Fait que non, j'ai pas tant visualisé de choses. Est-ce que tu suivais la saison que tu manquais? Ouais, j'ai regardé toutes les compétitions de Puis ça chez devait nous. te faire chier, man. Ben, c'est sûr, là. C'est sûr, ça me faisait très chier. Surtout, tu sais, ils ont commencé à changer un peu les courses. Puis là, à un moment donné, il y avait, je pense que c'était au US Open, le course était vraiment beau. Les jumps avaient l'air vraiment le fun. Puis là, j'étais comme, je peux pas croire que je manque ça cette année. J'avais tellement envie d'être là puis de rider, là. Écoute, faut pas rien y faire. T'arrives à Oslo pour les X-Games. Après cette préparation express là. Puis est-ce que t'arrives là puis t'es confiant que tu peux gagner le truc ou tu te dis je me retrempe un peu dans l'eau puis on verra qu'est-ce qui arrive, t'sais. Non, j'étais confiant même, je te dirais 2 semaines avant. Ah ouais? Ouais. Puis, ce que tu faisais en training, tu te disais all right. Ouais. Puis en fait, le but du début, c'était de me rendre aux X-Games, mais c'était aussi de gagner. C'était ça le planning, en fait, dans ma tête. Puis, en fait, j'ai jamais fait une compétition dans ma vie en me disant, je vais faire de mon mieux. Je vais juste être là. Ouais. Je vais même pas en faire quand t'as. L'important, c'est de participer. Ah non, ça marche pas de même. Alors, moi, quand je fais une compétition, je m'en vais là pour gagner. C'est rare que le thinking, l'important, c'est de participer, s'applique aux gagnants, là, tu sais. Genre ceux qui gagnent les meilleurs, là, tu sais, les autres, dans leur tête, l'important, c'est pas de participer. C'est jamais ça. Michael Phelps, son but, c'était pas juste de participer. Non, ben, on veut tout gagner, c'est sûr. Là. Puis même que dans mes débuts, en fait, mes attentes étaient moins hautes. Fait que, mettons, je faisais un podium, j'arrivais 3e. Moi, j'étais bien content, tu sais, pop de champagne, let's go, c'est cool. Mais maintenant, aujourd'hui, j'arrive 2e, puis souvent, je suis comme... Je suis content, c'est sûr, mais pas comme avant. J'aurais mieux aimé être sa première marche. T'sais. Ouais. Fait que le feeling de gagner, c'est vraiment un feeling qui est incroyable aussi. Puis c'est rendu mon standard. C'est comme c'est juste ça que je veux. Là. Condamné à gagner. Puis fait que là, t'arrives au X-Games, tu fais ta run, tu lands ton trick, puis dans ta tête, t'as-tu gagné quand tu lands? Ouais, totalement. Ouais, tu le savais. Ouais, je le savais. C'était-tu un nouveau trick que t'avais jamais fait? Non. OK. Non, ça faisait comme 1 an que je le faisais en compétition. Puis en fait, c'est ce qui a été dur aux X-Games, c'est que, mettons, on regarde juste la finale, ça a bien été, j'ai atterri mes 3 sauts, puis il en prenait juste, enfin, il prenait les 2 sur les 3. Okay. Fait que ma finale, écoute, elle a super bien été, mais il fallait que je me qualifie avant. Dans le qualif, ils prennent le meilleur saut sur 2, puis mon premier saut, j'ai tombé. Fait que là, après ça, j'étais que, bon,
prochain saut, c'est soit Si que je tombe, j'atterris, c'est fini. que je passe, ou soit que je tombe, puis c'est fini, puis hey, je pouvais pas croire. J'avais tellement de pression. J'avais plus de pression en qualif qu'en finale, ouais. en fait. Ouais. Donc, ça a été un moment avec beaucoup, beaucoup de pression que je suis content d'avoir réussi à passer par-dessus. Puis, c'est ça, en finale, après ça, j'ai atterri mes sauts. Puis, écoute, non, je savais. Là. En fait, mais tu sais, ça arrive des fois que. On est encore un jeune sport, puis ça arrive des fois. C'est un sport jugé aussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est un sport jugé, puis ça m'est déjà arrivé, mettons, à 2-3 compétitions dans ma carrière, que j'étais comme, j'atterrissais, puis j'étais comme, je viens de gagner, puis boum, ils te font pas gagner les juges, tu arrives comme deuxième, puis là, t'es comme, ouais. C'est vraiment comme. Ça, quand tu recheckes la compétition après, t'es-tu encore comme tabarnak, les juges m'ont volé ou. Ah, totalement. Puis. Ça t'est arrivé, ça, de revoir après puis de faire, je me suis fait voler? Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois, comme je te dis. Puis est-ce que, mettons, est-ce que tout le monde autour de toi, les autres riders, est-ce que tout le monde, c'est un consensus général que tu t'es fait voler? Ils viennent me voir, puis ils sont comme, je peux pas croire qu'ils ont fait ça. Okay. Puis le monde de l'industrie, vraiment. Ouais. Puis même, ça m'est arrivé une fois que les juges m'avaient écrit sur Facebook après pour me dire, hey, désolé, on a fuck Eux autres, up, ils n'ont pas le droit à replay. Ils n'ont pas le droit à reprise vidéo, right? Oh, ouais, ça, c'est tout jugé, reprise vidéo. OK, ils ont le droit, ils ont tout de droit. Oh, ouais. Mais, mais il y a quand même ce qu'il y avait fuck up. Mais c'était pas une affaire de corruption. C'est juste qu'ils ont pris une mauvaise décision. Ouais, non, c'est ça, exactement. Ouais. Puis, fait que c'est arrivé. Mais tu sais, ça m'est pas arrivé juste à moi. Ça arrive à d'autres. Puis même, je peux dire que j'ai déjà gagné une compétition. Puis, tu sais, dans ma tête, j'étais deuxième. Okay. Puis, on m'a donné la médaille d'or. Puis, c'était pas moi qui la méritais. Tu sais, fait que ça se balance en bout de ligne. C'est certain que, tu sais, le but, c'est que ça soit accurate, là. Mais c'est des affaires qui arrivent. Puis, je suis pas mal sûr que ça doit pas juste être dans mon sport non plus. Non, tous les sports jugés, ça peut pas toujours être parfait. Fait que ça fait partie de là. Mais c'est ça. Donc, j'ai atterri mon saut, puis comme dans ma tête, je gagne, c'est sûr. Mais il restait encore, dans le fond, le japonais Yuki, qui avait atterri, en fait, le plus gros saut de la soirée. C'est lui qui avait eu le plus haut score. Puis lui, il restait une descente à faire. Puis, avais-tu atterri son deuxième? Non, c'est ça. OK, fait qu'il avait juste atterri un, fait que là, tout dépendait de celui-là. Ouais, fait que s'il atterrissait son deuxième saut, en fait, sur la troisième descente... Puis est-ce qu'il faut que vous disiez vos tricks avant? Non. Non? Non, fait que c'est une surprise. Ouais. Puis je sais que Yuki est très bon, puis il y a des très bons tricks aussi. Fait que, en fait c'est ça l'affaire. Je te dis, comme je savais que je gagnais déjà, j'étais comme... Dans ma tête, j'aurais pas pu mieux performer à la compétition, tu sais. J'étais dans une très, très, très bonne position. Puis, en fait, la raison pourquoi je dis que je savais que j'allais comme gagner, c'est parce que pendant qu'on fait les pratiques, on regarde les autres riders. Ouais. On sait ce qu'ils vont faire, on sait... Fait que quand on arrive en finale, c'est jamais comme une surprise. Il vient de faire ce trick-là. Il vient de faire un 5-up. Il l'a pas fait une fois en pratique pour cacher son jeu. Là. Non, mais des fois, ça arrive que c'est une surprise. Tu es comme, je m'attendais pas à ça. Mais c'est quand même assez rare. Ouais. Puis là, le jump en Norvège, c'était un jump qui était très, très, très... avec un angle de comme... je pense qu'il y avait 52 degrés. Puis normalement, nos sauts, c'est comme 38 degrés. Fait que c'était un saut vraiment différent. Puis c'était vraiment comme pour le faire fitter dans l'aréna, parce que c'est le premier saut à vie. J'ai vu des images de à l'intérieur. Moi, j'avais jamais vu ça, mais parce que ça avait jamais été fait. Ouais, c'est ça. Tu pars, dans le fond, à l'extérieur, en haut du stade. Tu rentres dans le stade, puis le saut, c'est comme dans un aréna. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça l'affaire, c'est vu que c'est dans l'aréna, le saut était très limité, était très petit. Puis c'était comme un nouveau saut pour tout le monde. T'sais. C'était pas un saut facile. Donc, j'avais vu les pratiques des autres, j'avais vu les pratiques de Yuki, puis je savais les tricks qu'il allait faire, puis j'étais comme, bon, les chances qu'il me sorte quelque chose dans face qu'il n'a pas pratiqué, c'est très, très, très mince. Puis s'il essaie quelque chose qu'il n'a pas pratiqué, les chances qu'il atterrisse du premier coup sans l'avoir pratiqué sur ce saut-là, écoute, les chances sont très faibles. C'est pour ça que dans ma tête, j'étais comme... D'après moi, je gagne pas mal. Ouais. Puis là, finalement, il a raté son troisième saut, mais c'était pas un trick qui allait me déloger. Là. Okay. Est-ce que c'est la plus belle médaille d'or que tu as? C'est celle qui a le plus de valeur pour toi, mettons? Ou que tu as ressenti le plus grand bonheur en gagnant? C'est une bonne question. En fait, chaque médaille d'or a comme son histoire derrière. Celle-là a une histoire quand même particulière. Ouais, c'est ça. On s'entend là-dessus. Mettons qu'on voulait être l'avocat du diable. Non, c'est sûr qu'elle a une histoire très, très spéciale. Puis c'est sûr que très marquante, mais c'est sûr que c'est dans mes tops. Dans mes tops. Puis la réaction de tout le monde qui était là, autant tes adversaires que le public, que les commentateurs, que ton équipe, tout ça, ça devait être, sachant à travers quoi t'as passé, là, tout le monde devait
l'affaire capoté. qui arrive, c'est que tu me demandes si c'est c'est ma meilleure médaille d'or. Dans ma tête, quand je repense à cette compétition-là, je pense même pas à la médaille du tout. Même, tu sais, souvent quand on pense à quelque chose, tu as des images, puis la médaille, je me vois pas sur le podium, je me vois pas avec la médaille autour du cou. Moi, ce que je vois, c'est vraiment Pourtant, elle est belle en crise. Ouais, c'est super belle. Mais moi, ce que je vois dans ma tête, c'est vraiment le fait que je refais du snowboard de compétition pour la première fois en comme 10 mois de temps. Puis je revois tous les autres gars que j'avais pas vus depuis des mois. Puis je me sens chanceux d'être là-bas. On s'échangeait des sourires avec tous les riders. Tout le monde était Ouais, y content a-tu de me une bonne voir. fraternité? Ah ouais, avec c'est les riders? vraiment cool. Ouais. Puis, tu sais, je me ressentais comme juste back. Je me ressentais dans l'industrie. Puis j'appréciais vraiment le moment présent là, à fond. Puis c'est ça que je revois dans ma tête quand je repense à la compétition. T'sais. Fait que je vois juste comme le succès de mes 2 mois de travail. Puis comme je suis retourné là, puis j'ai eu du fun. Puis, mais je pense même pas à ma performance là-bas. C'est même pas ça que je vois dans ma tête. C'est épique, pareil. Ah oui. Cette histoire-là est folle. Est-ce que... C'est comme la première fois que je faisais une compétition. Puis que oui, je voulais gagner. Puis c'est ça que je veux. Mais c'est la première fois que je fais une compétition. Puis c'était pas juste ça qui était important dans ma tête. T'sais. Yeah. C'est comme c'était important pour moi de vivre justement le moment présent, d'avoir du fun, puis d'être là aussi, tu sais. Ouais. Ça, tu sais, mettons, pour reprendre ton analogie d'être hangover pendant 3 mois, là, tu sais. 6 mois. Ouais, Pendant c'est- 6 mois. Ouais, c'est encore pire. Tu sais, mettons, quand t'es hangover, le lendemain, t'apprécies crissement le lendemain, mais ça fade tout de suite, tu sais. Ouais. Le surlendemain, t'es pas en train de te dire, est-ce que je suis bien, pas être hangover, tu sais. Mais quand t'as une expérience comme ça, qui est aussi longue, aussi prolongée, ce feeling-là doit pas s'en aller. Tu sais, Non, pas du tout. de te dire, hostie, que t'es bien, de pouvoir faire ce que tu veux, de pouvoir, en fait, gagner ta vie avec ta passion, de pouvoir voyager le monde, voir des amis, faire, tu sais, probablement que ça reste, ça doit être le plus gros takeaway de quelqu'un qui revient d'une histoire comme la tienne. Ouais, totalement. Puis, ben, c'est ça que je te dis, comme maintenant, tu Ouais. sais, je vis vraiment le moment présent. Je pense pas à ça à chaque jour, là. Ouais. Sinon, ça serait pas cool. Mais en tu y fait, là. repenses-tu des fois? Tu sais, Ben, tu repenses-tu à tout ça? À chaque fois que j'y pense, j'ai envie de vomir, en fait. Ah ouais. Ça me donne des goûts de vomir. J'ai comme des associations avec mon cerveau que ça s'est fait durant le processus. Puis ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment weird parce que moi, dans ma tête, c'est comme les associations que le cerveau pouvait avoir. Dans ma tête, je croyais pas à ça. Puis là, j'en ai vécu moi-même, puis ça m'a ouvert justement l'esprit par rapport à ça. Chaque fois que je rentrais dans l'hôpital, je vomissais tout de suite. Ah à cause ouais. de la senteur de l'hôpital. Chaque fois qu'il me faisait porter un masque bleu pendant comme le traitement, j'avais envie de vomir. Quand il désinfecte la peau avant de mettre l'aiguille, ça sent l'alcool, envie de vomir. Puis toi, en ce moment, tu ne traites pas mettre un masque et désinfecter les mains non-stop. là. Ben, je porte pas de masque bleu. Fait que je me suis acheté un masque en tissu. Mais si tu mets un masque bleu en face, ça se peut bien que j'ai envie de vomir. Puis mettons ouais. que tu vas à l'hôpital pour une raison, ça va te lever le cœur. Ouais. En fait, je suis tourné la semaine passée pour faire en fait une IRM de ma cheville de cet hiver OK. pour voir si ça s'était amélioré justement. Ce qui est le cas, j'ai les résultats. Ouais. Puis encore une fois, je rentre à l'hôpital, puis la senteur, je le sens encore. C'est Ah pas ouais. cool. Après ça, en fait, j'ai mal au ventre tout le reste de la journée. C'est fou. Carrément. C'est fou, pareil. Fait que mon cerveau, il a comme fait des associations par rapport à ça. Puis c'est encore là aujourd'hui. Puis même que, admettons, moi avant, j'étais un gros fan des cafés latte. J'adorais ça. Puis j'en ai bu, tu sais, j'en buvais comme à tous les jours, justement, durant ma chimio aussi. Puis à un moment donné, là, j'ai frappé un mur. Puis maintenant, aujourd'hui, on me sert un latte. Là, puis si je prends une gorgée, je vais avoir envie de vomir encore une fois. C'est débile. Ouais, puis justement, je parlais avec Pour du monde. tous ceux qui nous écoutent, qui vont peut-être un jour faire de la chimiothérapie, évitez de consommer n'importe quoi que vous aimez présentement. Ben pour vrai, c'est exactement ça que. En fait, j'étais chanceux de pouvoir comme partager mon expérience justement qui a un grand public parce qu'il y a beaucoup de monde qui avait soit passé à travers le cancer ou qui était en train de faire le cancer présentement, je dis la chimiothérapie. Puis il m'écrivait, puis justement, il me disait comme arrête de manger tout de suite ce que t'aimes parce que tu l'aimeras plus après. tu sais. Puis au début, encore une fois, j'étais comme Fuck this, de quoi ouais. qu'il parle, lui, tu sais. Puis non, vraiment, c'est fou comment le cerveau fait des associations par rapport à la chimiothérapie. Là. C'est tellement quelque chose qui est pas le fun à faire que c'est ça, tu sais, à chaque fois que tu vas à l'hôpital, c'est comme chimiothérapie. Ton corps masque s'en bleu, rappelle. chimiothérapie. Ouais. Fait que
c'est ça. Fait qu'encore aujourd'hui, quand je pense à ces moments-là, ça me lève un peu le cœur, un peu. Donc, c'est rare que j'y pense, mais c'est vraiment comme juste mon mode de vie est comme changé. Puis, tu sais, en fait, je peux dire aujourd'hui, ça a l'air con à dire, mais ce qui m'est arrivé l'an passé, c'est... En fait, si j'aurais le choix de comme skipper cette année-là puis d'avoir une année normale ou de refaire ça, je referais ça encore. Ah ouais. Ouais, juste parce à ce que- point-là, sur ce que ça t'a apporté comme Ouais, pour en vrai, tant qu'humain. c'est fou comment ça m'a changé pour le mieux. Fait que, ouais, je suis bien content. C'est vraiment. Ça a l'air hot. drôle à dire, là, mais. Mais non, mais Mais non, mais c'est vraiment hot. Ouais. Vraiment. Tu te sens une meilleure personne carrément là, maintenant. Ouais, totalement. Puis t'es plus heureux. Ouais, 10 fois plus. Ah ouais. Carrément. Puis c'est pas peu dire venant de quelqu'un qui est un snowboarder professionnel. Tu sais, vivait déjà son Être rêve, là. 10 fois plus heureux que quelqu'un qui vit de son rêve. Là. Ouais, non, mais j'apprécie vraiment les moments vraiment beaucoup plus. Puis c'est le fun. C'est vraiment, vraiment le fun. Yeah, man, on dirait que c'est C'est inspirant. inspirant, vraiment. Écoute, man, où est-ce qu'on te suit? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on check tes affaires pour le monde qui écoute, là, qui te découvre ou qui te connaissait déjà? Ben, c'est vraiment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Sinon, ben, c'est vraiment là-dessus qu'on me suit. Là. Pas Ouais. mal ça, là, ouais. Sinon, Ton à TV, des fois. documentaire, y a-tu des pistes de diffusion éventuelles? En fait, on est encore en train de regarder ça va être diffusé où. Donc, c'est pas encore défini. Est-ce qu'ils t'ont suivi jusqu'à Oslo? Ouais. Ah, man. Genre, Fait que c'est ça, tu sais, la c'est culmination du documentaire, c'est Oslo. Là. Ouais, veux ça faire l'arrête un- après Oslo, en fond. tu veux faire un film hollywoodien puis tu peux pas le prendre, tu sais, plus insane que ça. Ouais. Là. C'est fou. Puis mettons rapidement, toi, après Oslo, il s'est passé quoi? J'imagine que cette saison-là, il va être terminé. De quoi? Mettons la saison 2019, j'imagine que ça se terminait un peu là. Ben, en ou fait, pas nous autres, nos nécessairement? saisons finissent toujours au mois d'avril. Ah, Fait qu'en ok, fait, ok. c'était le début de la saison Ah, ouais. Oslo. Puis, ben, tu sais, une compétition durant l'été, c'est un peu toujours comme bizarre parce qu'après Ouais. ça, t'as pas de compétition avant le mois de décembre, tu sais. OK. Fait qu'après ça, j'avais comme un autre 3 mois sans compétition. Mais en fait, ce qui était bizarre, puis ce que j'ai compris, en fait, pourquoi ça a fait ça après, c'est que je suis revenu de Oslo, tu sais, je me sentais super bien, énergique, cardio est revenu, les muscles sont revenus, mon énergie était là aussi. Puis là, j'arrivais à la maison, puis tout d'un coup, plus d'énergie. Là. Moi, OK. dors des 13-14 heures par jour pendant 3 semaines de temps. Je file pas du tout. J'ai plus d'énergie. De la fatigue accumulée de tout ça. Grosse C'est sûr, fatigue. man. Moi, La j'appelle pression, mon le docteur, je dis stress. hey, y a un problème, là, je plus d'énergie, je peux plus rien faire. Fait qu'on refait des prises de sang, on check ça. Tout est beau, tu sais, pourtant. Fait que Puis, t'as c'est eu en- peur que ça revienne. Là. Ben là, j'avais comme frappé un mur. Là. Ouais. Puis finalement, j'ai parlé avec mon psychologue sportif, puis tu sais, on a compris par la suite que tu sais, je me suis battu du mois de janvier jusqu'au mois de juin pour combattre le cancer. Tu sais, c'est pas juste de filer mal puis de vomir. Non. Tu sais, ton corps, il se botte pendant tout ce temps-là. Tu sais, c'est drainant, ça draine beaucoup d'énergie. Ouais. Après ça, de mi-juin jusqu'à août, training chaque jour, let's go, on lâche pas. J'ai jamais eu de vacances. Là. En 8 mois de temps, c'était comme c'était full mode à chaque jour, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'après ça, le mois de septembre, là, j'ai crashé complètement. J'ai dormi. Ouais. J'ai dormi le mois de septembre. Carrément. Puis là, tu te sens comment en ce moment, aujourd'hui? En ce moment, Après la COVID, après tout ça. Ben, après la COVID. La Ouais. COVID est encore là. Ouais, là. non, mais ça comment va tu sens? super bien. Puis, ben, c'est sûr que là, comme au début de l'hiver, j'avais peur de comme pogner des crashs entre mes compétitions. Tu sais, voyager le monde, tu sais, t'as des layovers, t'as des jet lag un peu. Puis c'était ma première saison après avoir battu le cancer. Je savais pas comment mon corps allait réagir à ça. J'avais un petit peu peur par rapport à mon énergie. Mais tu sais, on a mis en place justement des façons de comme d'avoir du temps, plus de temps de repos. Puis finalement, j'ai passé à travers ma saison, puis je continue même encore aujourd'hui. Là. Parce que j'ai toujours été le genre de personne, justement, comme full mode tous les jours. Puis mais maintenant, un peu moins. Là. J'ai commencé à faire un peu de yoga. Ah ouais. Ouais. Ben, tu sais, j'en fais une fois ou 2 semaines. Mais, Un peu de effectivement. mais tu sais, mais à chaque fois que j'en fais, c'est comme, wow, grosse détente. Puis, tu sais, ça fait du bien. Fait que tu sais, j'ai comme intégré un peu dans mon horaire plus de temps libre. Puis c'est le fun. Fait que la COVID, ça a pas écourté vraiment la saison finalement. En fait, moi, j'ai été très chanceux parce que j'ai eu ma dernière compétition qui était les X Games, encore une fois en Norvège. Ouais. C'était le 6 ou le 7 mars.
Et puis là, je suis revenu à la maison comme le 9. Ça tombait là. Ouais. Puis je faisais mes interviews, je me rappelle, on était un jeudi. Je faisais mes interviews un jeudi, puis j'étais supposé aller voir la game de hockey le jeudi soir. Puis là, ils ont annoncé durant l'après-midi, tout cancellé, puis là, les écoles ferment, puis le ci, puis le ça. Mais moi, c'était planifié que c'était ma dernière compétition de l'année déjà. Ah bon. Fait que ma saison était finie. C'est certain que, tu sais, comme je disais tantôt, on a toujours un autre côté du snowboard, c'est de faire des films. Puis moi, le mois d'avril, je voulais aller faire du backcountry tout le mois puis filmer, ce qui n'est pas arrivé malheureusement. Mais moi, je suis le genre de personne que chaque situation qui arrive, j'essaie toujours de voir ça d'un côté positif, de comme trouver une façon que ça soit le fun. Tu sais, c'est plate ce qui arrive, mais comme faut trouver une façon d'enjoyer la vie, tu sais. Ouais. Fait que là, je me suis dit, bah, regarde, tu as eu une grosse hiver, t'as combattu l'an passé, tout ça. Max, prendons 1 mois et demi off, à rien faire. J'ai pas fait ça en 10 ans de temps, tu sais. Fait que avril jusqu'à mi-mai, j'ai pris ça off. J'ai vu personne, j'étais chez nous dans le bois, je travaillais sur mon terrain un peu, puis ça m'a fait du bien là, au bout. c'est sûr. Puis là, après ça, à partir de mi-mai, là, j'ai recommencé à m'entraîner un peu tranquillement chez moi, puis à bouger un peu plus, puis à repartir la machine. Puis là, t'es propriétaire d'un resto. Ouais, copropriétaire. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la Brasserie Moderne numéro 7. C'est où? C'est à Saint-Jean. Puis en fond, c'est japonais et portugais. Malade. C'est super bon. Vous viendrez. C'est sûr, of course. Certain. Of course. Merci beaucoup, man, d'être venu. Merci vraiment. Ah, c'est un plaisir. Merci à Vraiment vous. inspirant, ton parcours, ton histoire, man. Puis ta passion, surtout, je pense que c'est ça que je retire le plus, on dirait. Là. Yes. Yeah, man. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci, man.